Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Mes Vieilleries, et pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas cette chaîne, eh bien, je m'appelle Cad, et puis je présente des musiciens, des albums, des groupes de musique que j'aime bien, que ça peut aller de la musique baroque au punk, en passant par le métal ou la musique expérimentale, je parle souvent de métal extrême, et je présente aussi des jeux de société, voilà, c'est un peu mes deux passions principales, véganisme aussi, bien entendu, et puis un aspect très spirituel aussi que j'essaye de donner ou de laisser. Alors je tiens à vous informer que cette vidéo est peut-être celle que j'attends le plus de faire depuis avril 2000, depuis ouais, avril-mai 2025. Donc là, ça fait un an maintenant que j'ai découvert et que j'ai travaillé, on va dire, les écoutes. Et voilà, je me suis bien, je dirais, concentré sur le groupe que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire Dream Theater. Et puis vous pourrez retrouver donc les timecodes, hein, si vous n'avez pas envie de vous larder tout mon blabla, parce que vous allez voir que je suis quelqu'un qui divague un peu, je digresse, ça peut être pénible à force, je le conçois. Donc bah vous êtes avec moi, la partie pour 1 h 30, j'aimerais bien faire 1 heure ou 1 h 15, mais sincèrement je suis pas sûr, parce que vu tout ce que j'ai à dire, j'imagine, et surtout je dirais l'ancienneté du groupe et tout ce qu'ils ont fait, je vais essayer de faire le plus court et le plus concis possible pour que ça fasse 1 heure, mais je suis pas sûr d'y arriver. Voilà. Donc comme je ne monte pas mes vidéos faute de matériel informatique, eh bien vous devrez regarder sur le timecode pour pouvoir aller plus rapidement sur les albums qui vous intéresseront. Donc j'ai commencé à faire ça, toutes ces espèces de petites tier list, voilà, c'est pas vrai. En fait, c'est des tier list, mais vous savez, c'est complètement subjectif. Et puis, si ça se trouve, demain, je referai la tier list et il y aura des changements. Donc, au moment T, je vous montrerai en fait quels sont mes albums préférés et ceux que j'aime moins écouter. Et cette fois-ci, j'ai décidé de classer carrément, vous savez, comme ils font souvent sur les tier lists, sur la ligne. Ils mettent par exemple les préférés de chez les préférés, ils les mettent à gauche, et ensuite, même si c'est quand même les préférés, par exemple dans les super spéciaux, là, les S, eh ben, ensuite ça descend comme ça, en intensité, puis après par exemple le dernier d'ici des S, ben, il est juste un peu mieux que celui du A ici, puis je vais essayer de les noter, vraiment faisant une gradation. Je mets que 3 notes, comme d'habitude j'essaie d'équilibrer, le but c'est d'essayer de mettre équitablement en fait des albums tels que je les ai ressentis. Autant, je vais pas mettre par exemple tout en S, même si clairement en fait c'est un groupe, c'est un game changer pour moi, ça a vraiment changé ma vie autant que Alice in Chains il y a 2 ans ou Face No More cette année. Donc j'ai déjà fait la tier list de Face No More, vous pourrez la retrouver sur la chaîne, je sais pas si je mettrai une fiche ici, mais vous pouvez taper Face No More Mes Vieilleries, vous trouverez. Puisqu'il y a moins d'albums, ça a été plus facile de finir la discographie plus rapidement. Mais voilà, contrairement à Anthony Fantano ou Metal Trenches, je n'écoute pas une demi-fois l'album pour en parler ensuite. Là, je me mets sincèrement à les écouter pendant des mois, donc j'espère que ça a assez infusé pour que je vous dise des choses intéressantes. Je ne suis pas un spécialiste de prog metal, je salue Mom ici, ainsi que Fanfan de la collection metal et Stéphane Gallet, qui sont un peu mes références sur tout ce qui est heavy prog. Et puis je vous salue toutes et tous autant que vous soyez, si vous tombez sur cette vidéo ou sur ma chaîne là pour la première fois, ou que vous êtes des habitués. Voilà, voilà. Donc, allez, on y va. c'est, euh, c'est chaud en fait pour moi parce que inévitablement, je sais que je vais me craquer, je vais raconter de la merde parce qu'il y a sûrement des détails que j'aurais pas, parce que moi je m'intéresse surtout à la musique et pas vraiment à l'histoire des groupes, je suis pas un musicologue historien. Et surtout aussi, j'ai pas tout. Alors j'ai tous les albums, je vais vous les montrer. J'ai quelques bonus qu'on appelle les Lost Not Forgotten Archives, qu'ils ont ressorti au fur et à mesure depuis 2006 jusqu'à 2021 chez Sony Music, et je vais faire tout ça en progression, sauf pour le premier où on va commencer à parler des démos Majesty de 85 à 86, parce qu'il est sorti en 2006 je crois, mais il a été réédité en 2021, mais je vais vous le montrer au début parce que je voudrais parler voilà, des prémices du groupe très rapidement, et je vous le mettrai aussi sur les SAB. Alors je tiens encore à répéter une dernière fois que bien entendu, c'est ce classement n'est que le mien, et il ne vaut rien. En fait, le vôtre est sûrement aussi bien que le mien, voire mieux. Parce que en fait, la sensibilité qu'on peut avoir pour des albums, en fait, surtout de la musique prog comme ça, avec beaucoup de nuances, on n'est pas dans du brutal death ou dans du raw black metal, si vous voulez. Il y a vraiment quelque chose avec une certaine virtuosité qui est amenée. Donc on développe en fait la musique en soi, la musique travaille en nous différemment, je pense, que par le prisme de groupes beaucoup plus, je dirais, rentre-dedans et ouais, bourrin. Ah, j'aime pas ce mot-là. Voilà. Donc, il y a Monsieur Pastèque ici qui nous regarde, et puis on y va. Alors, c'est un groupe qui a commencé en s'appelant Majesty en 1984.
84 ou 85. Les Gaboué, en fait, c'était John Myung Petrucci, Mike Portnoy, John Myung et John Petrucci. Portnoy venait de Californie, je crois. Et étudie en fait la musique ici à Long Island, en fait, dans l'état de New York, donc à l'est de New York, vous savez, la grande bande de terre là, qui s'enfonce dans l'océan Atlantique. Et alors Myung et Petrucci, ils viennent de Kings Park, je crois, et ils étudiaient tous à Berklee School, c'est une école de musique, donc bah voilà, les chats ne font pas des chiens, hein. On a bien vu ce que ça a donné, c'est des gens qui sont ultra fans de toute la scène prog rock. Donc prog rock surtout, c'était les années fin des années 70, hein, avec les King Crimson, les Rush, les Yes, les Rainbow, tous ces trucs-là. Et que voilà, ça c'est un univers par exemple que je ne maîtrise absolument pas, moi j'écoute pas ce genre de musique, quoi, j'ai tendance à trouver ça trop pompeux, et c'est ce que je reprochais à Dream Theater sans vraiment les connaître, en ayant écouté juste un ou deux morceaux dans le tout début des années 2000, fin 90, début 2000, je disais, ah oui d'accord, bah, c'est un peu du même genre, quoi, c'est des mecs qui spignolent sur leurs instruments, ok, pas de problème. Bon, comme quoi, hein, des fois, faut savoir un peu se poser, vieillir et, et réfléchir à ce qu'on a dit comme bêtises. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que je pense pas voir ma vie différemment que par le prisme du prog. Je vais attaquer bientôt Shadow Gallery, Fates Warning, etc., etc. Et vraiment, c'est Mom qui m'a aidé à rentrer dedans, donc je le remercie encore ici. Donc, Dream Theater, pour moi, c'était en fait une sorte de... On met le pied à l'étrier directement avec du haut de gamme, quelque part, même s'il y a plein d'autres groupes excellents, hein. Et c'est simplement que ces mecs-là, en fait, ont voué leur existence à créer de la musique. Et quelle musique! Dès le début, en fait, on sent qu'ils sont inspirés par ce qui a porté, en fait, leur jeunesse, parce qu'ils devaient avoir, quoi, 16-18 ans à l'époque, donc 85. Et en fait, ils ont pondu donc plusieurs toutes petites démos. En fait, il n'y en a eu que deux réellement, qui sont positionnés là. J'avais fait un retour d'écoute. De toute façon, vous verrez sur ma chaîne, c'est peut-être retour d'écoute 30, 31 ou 32 ou 33, je sais plus. En gros, là, il y a des instrumentales assez intéressantes. Ensuite, là, il y a du bordel où ils foutent n'importe quoi, c'est juste pour s'amuser. Et à la fin, c'est la vraie démo avec Another One, Your Majesty, A Vision, qui est ma préférée, Too Far, Vital Star et March of the Tyrant. Alors, c'est un album, en fait, c'est une sorte d'album mal produit, c'est une démo, quoi, on peut appeler ça comme ça, mais qui est, je dirais, qui quand même propose quelque chose d'assez neuf. On sent en fait que c'est un groupe de heavy metal, mais débridé. Après, bon, là, comme d'habitude, hein, surtout à cette époque-là, surtout quand vous n'aviez pas beaucoup de thunes, bon, les mecs, voilà. Alors, ce que vous voyez là, It's a Jams, quand vous lisez pardon, It's a Jam, quand vous mettez tout à l'envers, c'est Majesty en fait, c'est leur nom qu'ils avaient mis. Alors ça provient, je crois, de la fin d'une piste de Rush, justement, Majesty. Et c'est pour ça que voilà, ils ont recompilé ça plus tard, le Majesty Demo. Donc j'imagine qu'il y a eu d'autres petites démos qui sont jamais sorties, des essais, des trucs comme ça. C'est marrant de la voir. C'est une pièce presque de collection, quoi. Alors heureusement, c'est pas un truc limité. Mais je lui mettrai pas un énorme intérêt dans le sens où c'est pas du tout en fait leur son, celui qu'ils ont cherché à avoir après. Je vais le mettre dans un B, mais par contre, je peux vous assurer les amis, et je me suis fait, hop, pour une fois j'ai bossé un peu, je me suis fait un petit paquet de cartes, vous allez voir, qui va me servir en fait, puisqu'on pourra revenir rapidement ensuite sur ce que j'ai écrit. J'ai bossé jusqu'à 5h30 du matin, avec tout plein de petites informations. Et bah voilà, en fait, Majesty Demo, donc virtuosité précoce, The Vision, qui est l'une de mes tracks préférées, mais vraiment de tout Dream Theater en plus. C'est-à-dire que vous allez voir dans ce groupe-là, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas un album qui tape le C ou le D, parce que c'est... En fait, c'est pas honnête. Il y a mes préférés, donc je les mettrai par la gauche et les moins préférés à chaque fois à droite, sur chaque ligne. Mais je veux dire, enfin, dans chaque album, vous avez au moins un banger, quoi. Donc pour moi, là, c'est The Vision. Ensuite, vous avez Chris Collins, qui chante clair et juste, mais il est très connoté... 80s, c'est la même chose aussi quand ils vont changer de chanteur très rapidement et qu'ils vont engager en fait Charlie Dominici, qui est décédé en 2023. Voilà. Donc moi je le trouve trop heavy et il manque un peu d'identité. Donc ce que je marque en couleur ici, c'est un peu le truc négatif, on va dire, de l'album. Voilà. Tac, donc ça c'est fait. Donc ouais, Chris Collins, là, il est toujours bien vivant, lui, hein, je sais plus dans quoi il joue, mais bon, bah, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Euh, donc il y a eu, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais vous dire? Bah rien de spécifique, je crois que ça a été réédité aussi début 2000, en split, je sais plus avec qui, bref, c'est pas très intéressant. Alors, une fois qu'ils ont engagé Charlie Dominici,
en 88, et qu'ils préparent en fait leur album, parce qu'ils ont envie d'enregistrer quelque chose, eh bien, il y a un groupe, je ne sais plus d'où, je crois de Californie, qui s'appelait Majesty, mais un groupe de rock, qui leur demande de changer, parce qu'ils voyaient que déjà, ils commençaient à faire des tournées, enfin pas des tournées, mais des petits concerts un peu partout, par-ci par-là, ils s'appelaient Majesty, donc pour éviter une procédure, ils ont dû changer. Le père de Portnoy, qui donc, eux, ils venaient de Californie, de Monterey, je crois que c'est juste dans le sud de San Francisco, a dit bah regardez il y a un cinoche là qui est sympa, alors je crois qu'il a été détruit depuis hein, même peut-être à l'époque il avait peut-être été déjà détruit et qui était tenu par une bande de gars en fait qui s'appelait The Dream Theater. Il dit bah rappelez-vous comme ça c'est joli et tout, vous allez comme ça a inspiré finalement le groupe à pouvoir traiter justement de tout cet univers un peu chimérique et de rêve, etc. Et bah, c'est le nom qu'ils ont choisi, Dream Theater, en rappelant ici le M de Majesty. Toujours, hein, il y a cette espèce de petit rappel, merci pour les poils des dessous de bras, quoi. Dream Theater avec ce fameux When Dream and Day Unite. Alors aujourd'hui, je vous parle en 2026, fin 2025, vous avez un super live 40 ans avec 4 CD dedans qui a été fait à Paris. Ah, il me fait trop envie ce live. Pourtant, je suis pas live, les amis, mais je suis tellement devenu fan de ce groupe que j'ai envie d'accumuler compulsivement des items de chez eux parce que c'est génial. Et surtout, il y a eu aussi la compile que vous allez trouver à environ 70 balles. Donc voilà, Charlie Dominici qui est décédé là, tac, ici. Kevin Moore derrière, John Myung. Donc Kevin Moore, c'était le claviériste hein, qu'ils ont trouvé. Ici, vous avez Portnoy et Petrucci, je crois, dans ce sens-là. Voilà, ça doit être ça. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Ça y est, j'ai déjà oublié. Oui, donc cette fameuse compilation qui est sortie en 2025, là, vous donne l'accès en fait à des digifiles dans une très belle boîte, un très bel écrin doré. Et eh bien malheureusement, il vous manquera 3 albums. Il vous manquera, si vous achetez cette grosse boîte, que je conseille à tous les gens qui se disent bah allez, c'est le moment de ma vie, j'ai envie de me mettre dans Dream Theater. Franchement, si vous voulez des objets officiels, prenez ça. Parce que rapport qualité-prix, alors vous n'aurez peut-être pas toutes les paroles, parce que je crois qu'il n'y a pas le livret avec les paroles. C'est des tout fins digifiles qui rentrent dans cette boîte. Et ça commencera avec l'album d'après When Dream and Day Unites. Donc c'est ça en fait qui est un peu gênant, vous n'avez pas celui-ci. Je pense qu'il s'agit d'une histoire de droit par rapport en fait aux ayants droit de Charlie Dominici qui ont dû peut-être, je ne sais pas, c'est juste des suppositions, je n'en suis pas sûr, qui ont dû peut-être s'opposer à ça puisque ils voulaient pas que le groupe fasse rentrer de l'argent sur le compte quoi de Charlie. Peut-être, je pense que c'est ça, souvent c'est des histoires comme ça, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe, ou alors tout simplement le groupe s'est dit, non, pour nous c'était juste le premier brûlot, c'était pas assez intéressant, donc on préfère en fait positionner autre chose, donc déjà il vous manquera celui-là. Ensuite vous aurez tout le reste, donc ce qu'on va voir après, donc de Images in the World de 92 jusqu'à Dream Theater, mais vous n'aurez pas Distance Over Time, et non, vous n'avez pas 4 albums même, Distance Over Time je crois, ou en tout cas c'est sûr que vous n'avez pas A View from the Top of the World, donc 2019-2021, et vous n'aurez pas Parasomnia, qui est le dernier de 2025. Voilà, donc il y a au moins 3 ou 4 albums qui manquent, dont celui-ci, mais sinon vous aurez toute la carrière du milieu pour environ 70 balles, donc si vous voulez des vrais items, ça reste sympathique, d'autant plus si vous n'avez pas envie forcément vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, et vous n'avez pas envie d'avoir comme moi une pile qui fait cette taille-là, quoi. Voilà, donc alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un album qui est sorti en 89 chez Atco, je crois, MCA Records, donc ça doit être juste une represse, mais c'est Atco normalement, je crois. Hein. Tout ça en fait, ça découle d'Atlantic Records ou de Rhino Records, qui sont en fait des sous-divisions de la Warner. C'est aussi simple que ça, faut pas se poser de questions, c'est... voilà, John Petrucci. Donc je crois que ça avait... À quoi peut-être ce MCS est différent, je sais plus. Toujours est-il qu'après, en fait, je vous dis, ils vont être chez parce que là, le MCA, c'est peut-être Mechanic Records. MCA Records, ouais, c'est ça. Mechanic Records. Ouais, mais en fait, c'est Universal. Je vous ai dit une bêtise. Je viens de regarder là. C'est Universal. D'abord, ce truc-là provient d'Universal. Et ensuite, avec Atco, à partir du deuxième album, Images and World, puis le reste, pour ceux qui sont précis et qui veulent absolument savoir d'où sont tirés les CD, ce sera des sous-divisions, on va dire, de la Warner. Mais là, c'est Universal. Voilà. Donc c'est un peu pareil. Hein. De toute façon, c'est des gros... des très très gros labels, hein. C'est des maisons de disques qui arrosent la planète entière. Donc là, un groupe comme ça, ils sont directement, vous voyez, arrivés sur
sur un gros spoiler, quoi, donc c'est fou. Alors, déjà, dans les démos, on voyait que ça s'amusait, hein, techniquement, mais alors là, je vous avoue que les amis, franchement, des mecs qui ont la vingtaine et qui vous pondent un truc pareil, vous vous dites, ok, à mon avis, les observateurs de musique à l'époque, les gens qui travaillaient un peu dans le milieu, ont dû se dire, bon, eux, il va falloir qu'on mette la main dessus, parce que c'est quand même quelque chose. Bah en fait, c'est simple, il y a pas vraiment de longueur. Moi, je lui reproche un peu de sonner encore trop 80s, bah, c'est normal, il est dans son jus, hein, il est de 89. Fortune Lies excellente, Statue de Seeker excellente, It's a Jam, c'est bah, justement, ça veut dire la Majesty, quoi, mais It's a Jam, la jam, vous savez, c'est la confiture, quoi, voilà. C'est juste une instrumentale, mais elle est trop trop belle. Killing Hand est une de mes préférées, Light Fuse and Getaway, par contre, ma favorite, c'est Afterlife, génialissime. The Ones Who Help to Set the Sun et Only a Matter of Time qui est très belle aussi. En fait, c'est un album très cohérent, c'est un album qui vous rapproche du temps passé. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, ont montré qu'ils avaient envie de faire du métal, et donc ils étaient déjà inspirés non pas que par du prog rock, mais aussi par des scènes comme celle du New Wave, vous savez, of British Heavy Metal, tout ce qui est Saxon, Maiden, Judas Priest, et très rapidement ils vont avoir en fait l'envie de jouer, bah, tout simplement de refaire des covers de ces groupes-là, et là en fait je trouve que c'est très très bien amené. Franchement la voix de Charlie Dominici, limite m'ennuie moins que celle de Labrie, je sais pas pourquoi, j'ai jamais été très fan de Labrie. Après je vous avoue que avec le nombre d'écoutes que je me suis fadé en fait cette année, j'ai quand même réussi, parce que je suis très bon public, à comprendre que Labrie, je sais pas si on peut dire qu'il est nécessaire, mais en tout cas, c'est honnête. Ce qu'il fait dedans, il chante juste. C'est pas le cas en live, hein, mais bon, ça c'est très récemment. Et du coup, voilà. Là, c'était les deux exemples de deux chanteurs qui donc ont donné une patte particulière à ce groupe, qui sont, eh bien, des chanteurs différents, quoi. Et ensuite, on arrive avec James Labrie, enfin. Donc celui-ci, je vais le mettre en A. C'est vraiment un super album. Vraiment. Hein. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent pas le retirer. Il y a des trucs, moi, je sais pas. Il y a des logiques, ça doit être des logiques commerciales que je ne maîtrise pas. Mais je trouve vraiment ça enfin, c'est quand même dur, quoi. Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de Dream and Day Unite, parce que moi, ce que je lui ai marqué cette nuit-là, c'est impressionnant, premier album, vraiment. Hein. Il est inspiré, j'ai essayé de mettre soit une petite phrase, soit à chaque fois un adjectif, inspiré. C'est vrai que les parties de voix sont pas juste un suivi de guitare ou une récitation, on sent vraiment que c'est un instrument qui raconte quelque chose, et il est solaire, quoi. Enfin, franchement, moi, grâce à cet album, mais aussi avec plein d'autres, hein, en fait, grâce à ce groupe, mais notamment avec cet album, je sais que maintenant ça va pas beaucoup, et là Dieu sait que j'ai un peu des petits soucis avec ma famille, ça fait du bien en fait. J'ai pas trop envie d'écouter du black parfois, j'ai envie d'écouter quelque chose d'assez solaire et vous savez, qui vous donne un peu d'espoir, et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait du bien. Par contre, ouais, ce que je lui reproche, c'est un peu comme l'autre, lui il était trop heavy, manque d'identité, c'est normal, c'est le tout premier. Hein. Là, il est très ancré heavy 80, comme je vous l'ai dit, donc c'est normal, voilà, c'est un peu... je fais exprès de donner à chaque fois une petite, une petite mention, je trouve que c'est un peu plus marquant, surtout parce que je sais qu'il y en a quelques-unes ou quelques-uns qui m'attendent au tournant sur cette vidéo, puisque je parle souvent de Black et de Death sur cette chaîne, et d'aucuns n'auraient pas pu s'imaginer, en fait, qu'un jour je puisse parler de Dream Theater, et encore dans une vidéo aussi longue et détaillée, ce qui va pouvoir peut-être mettre le pied à l'étrier à certaines ou certains d'entre vous, et vous pourrez comme ça savoir, même si moi mes préférés je les mets en S, les moins préférés en A et ceux que j'écoute plus rarement en B, ce que vous allez pouvoir aller chercher, comme ça vous avez au moins les petites mentions qui vous permettent de vous dire ah oui ok Cad il a pas aimé ça, mais moi justement ça pourrait être un truc appétant pour moi. En 92, ils s'arrêtent pas de sitôt, hein. En moins de 3 ans, ils nous pondent Images and World. Alors ça, c'en est un des premiers que j'avais quand même essayé il y a longtemps, après Train of Thoughts, et puis, je sais plus, je crois que c'était Metropolis Partout, mais c'était il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Et là, en fait, celui-ci, donc, qui a 35 ans aujourd'hui, très très beau. Enfin, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, bon, après, il est aussi dans son jus, hein, mais vous allez voir que pour moi, il y a quand même un... C'est pour ça que je le dis souvent sur cette chaîne, sur le métal, et même pas que sur le métal d'ailleurs, même en hip-hop ou autre, les années 90 c'est quand même quelque chose. Moi j'ai mon grand frère qui est quand même 10 ans de plus que moi, qui lui il est plutôt certain que les années 80 étaient plus, plus riches, j'en dis ce qu'on vient pas, chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi en fait c'est clairement les années 90, et vous allez voir que je pense que Dream Theater a fait la quasi-intégralité de ses meilleurs albums en 1990. Donc là on est bien chez Atco, hein, une sous-division de la Warner.
Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, Pull Me Under, Another Day, Take the Time, Surrounded, Metropolis Part 1, The Miracle of the Sleeper, Under a Glass Moon et Wait for Sleep, Learning to Live, pardon. Toutes sont exceptionnelles, notamment Pull Me Under, qui est en fait un gimmick de concert, en fait. J'ai l'impression que même ils peuvent régulièrement la jouer, si c'est pas tout le temps. Pull Me Under, Pull Me Under. C'est tellement bien pensé, senti. Et là, on voit déjà des trucs se dessiner derrière. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit quand même quelques statues, là, qui sont bizarrement... type Vaporwave, on en reparlera un peu juste après. Another Day aussi. Après, moi, j'aime énormément Metropolis Part 1, avec cette espèce de ouais, c'est une vue, comment on pourrait appeler ça? C'est une mise en abîme, en fait. Et on m'a expliqué en fait que les gens ont tellement aimé ça qu'ils voulaient avoir une part 2 et le groupe s'est amusé à faire en 99 tout un album qui était la part 2 avec plusieurs scènes. Et c'est le fameux Metropolis Part 2, voilà. Under a Glass Moon, qui est très sympa, et enfin la toute dernière qui est classe. Voilà, donc moi, je vais vous dire, hein, je me suis tout réécouté là récemment. Il y avait un live aussi, mais j'ai pas les lives encore, voilà, j'ai pas décidé de les prendre. Il y avait un... Je vous montre un petit peu les images d'époque. Hein. Voilà, tac. Donc, ce qui est fou, en fait, je vois Ward Petrucci, Ward Moore. Souvent, en fait, les paroles sont pas forcément écrites. C'est Mi-Young pour Learning to Live, par exemple. Donc, chacun participe un petit peu. Je pense que Labrie, qui est canadien, hein, c'est lui, il est arrivé un petit peu en tardif, et il a peut-être pas, en fait, voilà, il s'est pas mis dans le processus de composition. C'est assez intéressant de le noter, quand même, puisque là, on voit que ces chants, en fait, ne sont pas crédités, c'est pas lui qui les a écrits. C'est toujours plus difficile de chanter des choses qu'on n'a pas écrites, et pourtant, je trouve qu'il a investi dans cet album. C'est un album qui est très... il y a des petits passages très légers en saxo, des petits passages de piano, je crois, vers la fin, vers Wait for Sleep, je crois. C'est jazzy, c'est presque épique, c'est mystérieux à la fois, c'est vraiment un panel de sensations complètement différentes du début à la fin. Enfin, moi, je m'ennuie pas une fois. C'est un bonbon, cet album. Regardez ce que j'ai mis. Mystérieux, alambiqué, jazzy et syncopé. C'est vrai que c'est pas classique. En fait, ici, on était encore énormément dans du heavy metal. Bon, ça lorgnait vers le prog, tout doucement, bien entendu, hein, c'était tout doucement, mais là, maintenant, on peut dire qu'avec Imagination World, Dream Theater signe son premier album de pur metal prog, en réalité. Je prends mes aises, hein, quand je dis ça, vous me reprendrez en commentaire si vous le souhaitez, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est un... Alors pour certains, c'est le climax de la performance, c'est-à-dire le plus haut qu'ils aient fait sur leur univers, mais on les attend peut-être trop sur le fait que ce soit, comment dirais-je, du metal prog. Moi, je pense qu'il faut plutôt voir Dream Theater comme un pot pourri d'émotions qui est en fait brassé par des gens qui sont des virtuoses, des techniciens et de très bons inventeurs, parce que théoriciens, et donc théorie musicale, solfège, c'est des cracks en tout. Quoique pour les chanteurs, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, la partie instrumentale, si, c'est une certitude. Et vous avez vu, j'ai cherché pendant des heures ce que je pouvais mettre comme, comme petite phrase en rose pour essayer d'y trouver quelque chose de mal, mais sincèrement, c'est une ambiance, une sorte de train vers l'infini, vers l'au-delà. On va vers quelque chose, on se met une histoire. Je sais pas, moi je vois pas le temps passer. Et à un moment donné, l'an dernier, je l'avais tellement écouté que je me suis dit, ah c'est bon, je m'en suis un peu saoulé, j'ai trouvé d'autres trucs mieux dans Dream Theater. Mais en fait, quand je me suis tout refait là en l'espace de 3-4 jours, je me suis dit, non, je n'arrive pas à trouver quelque chose de nul. Du coup, il prend sa place en S, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai aussi ici le petit spécial chouchou que j'attribue tout à la fin, ou au moment où je parlerai de tel album, et il y a aussi le plus quand je voudrais mentionner quelque chose qui m'a encore plus plu, mais ça je le faisais généralement sans pouvoir classer, vous savez, sur la même ligne. Avant je mettais tous les B, tous les A, tous les S, je pouvais les brasser comme ça, ils arrivaient en fait dans la chronologie, mais là je vais vraiment les classer dans le sens où, par exemple, s'il y en a un que je préfère à celui-ci, je vais décaler celui-là et je vais le mettre ici, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Et là, on arrive maintenant en 94 avec Awake, et je suis à 24 minutes. Alors Awake, moi, ça a dû être mon 3e ou 4e album de Dream Theater avec... je l'avais acheté en même temps que 6 Degrees of Inner Turbulence de 2001.
Et donc voilà, on a toujours le petit logo Majesty ici. Derrière, on a, alors c'est un peu mal agencé en fait, c'est comme ça. Vous voyez, en fait, il y a le track listing est là, il y a 11 pistes. Alors, je crois que j'ai oublié de le dire, mais bon, ça c'est un peu long parce qu'il y a assez bourré. Cet album est légèrement... il fait un peu moins d'1 heure, je crois. Celui-ci, pareil, il doit faire 1 heure, 1 h 05. Là, on commence à arriver sur des albums légèrement plus longs. Et ça va aller en fait de mal en pis, j'ai envie de dire, en tout cas de bien en pis. Alors, je vais ouvrir un peu la pochette, on va regarder, puis je vais vous parler un peu des ressentis que j'ai sur ça. Donc je fais un coucou à Stéphane, je sais que c'est son album un petit peu fétiche. Donc on est en 94, on a passé par Images and Worlds, qui est quand même quelque chose que des gens ont vraiment apprécié. La critique était assez bonne, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu piger. On a toujours ce fameux Kevin Moore, là, qui est derrière ses claviers, ce John Petrucci, enfin, il y a tout le monde, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une sorte de famille, en réalité, hein, ce groupe. Et en fait, cet album, j'ai eu un peu de mal à accrocher, après avoir écouté Metropolis Part 2, Images and World. Je sais pas pourquoi. Déjà, la première piste est bizarre, Six, là. 6 o'clock to the Christmas morning. C'est même pas Christmas morning, c'est Christmas morning. Bon, et ensuite, Caught in a Web, directement, pour moi, est tombé comme une... pour moi, c'est le Pull Me Under bis, quoi. Et là, vous vous dites, putain, en fait, ils ont refait un truc, ça marche autant que Pull Me Under, voire mieux encore. Caught in a Web, caught in a web, c'est trop beau. Et ensuite, voilà, j'ai pris peut-être 3 ou 4 écoutes à défricher parce que c'était beaucoup plus complexe pour moi que Images and World. Images and World, vous pouvez vous raccrocher en fait sur des aspects rock, prog, mais je sais pas, dans Awake, donc le réveil quoi, j'ai l'impression qu'ils ont mélangé des manières de déclamer, de chanter qui font penser presque à de la pop lounge avec des passages résolument métal. Ils sont revenus aussi sur le rock prog. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pot pourri là-dedans. Et je pense que c'est ce qui a plu pour certains et complètement dépassé d'autres personnes. Tiens, d'ailleurs, je n'avais jamais remarqué. Vous avez vu derrière là, c'est ah bah si, sur d'autres ça fait comme ça aussi. Oh, j'ai jamais remarqué que ça faisait ça sur les scuds. Qu'est-ce que je veux dire? Innocence Faded, et ensuite là... Alors Innocence Faded déjà, c'est une qui est monstrueuse aussi. Et ensuite, Erotomania, moi ce que j'aime le plus c'est le triptyque Voices, The Silent Man et Erotomania, là justement. C'est ces trois-là, avec, je crois que c'est Voices qui est en instru. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. 10 minutes de pur bonheur. Ensuite vous avez The Mirror, Like est magnifique. Un des deuxièmes gros bangers de l'album, c'est Lifting Shadows of a Dream. Lifting Shadows of a Dream. C'est une espèce de ballade, mais qui est ultra rythmée et riche, d'une richesse de fou. Scared, qui fait retomber un petit peu la pression, et à la fin, Space Divest, où, enfin, avec ce passage piano, putain, genre... Non, je suis désolé, là, j'ai l'émotion qui monte, parce que j'aimais pas trop cette piste au début, mais en fait, quand vous commencez à bien comprendre un album, rien que vous lisez après les... Excusez-moi, je suis un peu émotif. Quand vous lisez les titres, ça vous fait remonter en fait les émotions. Enfin, moi, c'est ce qui m'arrive, parce que j'ai vraiment les nerfs à fleur de peau, je suis ultra sensible. Et Space Divest, donc l'habit teint de l'espace, quoi. Fini dans... Enfin, je vous laisserai découvrir si vous connaissez pas, mais... Et ouais, ça me fait penser à Kim Macintosh Plus, l'inventrice du Vaporwave, avec cette espèce de truc complètement bizarre, une horloge dans la Lune, une planète Jupiter là-haut, une sorte de ville bizarre dans un désert avec le Majesty, et puis cette espèce de philosophe type Socrate qui se regarde dans un miroir qui lui renvoie une image terne de lui, mais colorée. C'est... Bon, écoutez, moi je sais pas quoi dire. C'est peut-être l'album qui m'a le plus touché de Dream Theater, et vous voyez, bah c'est pareil, hein, j'ai pas réussi à trouver quelque chose de nul, c'est un peu comme Images and World, donc c'est aérien, c'est émouvant, c'est féerique, et je sais pas quel adjectif je peux mettre de plus, parce que ça se passe de commentaires, et bah vous savez quoi, allez hop, il va prendre son spécial chouchou celui-là, de toute façon c'est sûr et certain, j'avais prévu de toute façon de le décerner, j'avais 2-3 idées, mais je pense que c'est celui-là qui me touche le plus, donc
Bah, dites-moi en commentaire en dessous, hein, si vous êtes intéressé pour participer un peu à ma petite tier list, si vous aussi vous a fait autant de bien que moi, ou si au contraire vous vous sentez très étranger. Je sais que mon ami Fanfan de la collection Metal, lui, il n'aime pas cet album. Il m'a dit, j'arrive pas à rentrer dedans, je comprends pas. Donc c'est très intéressant justement de mettre nos perspectives de front, quoi, pour qu'on puisse essayer de savoir qu'est-ce qui fait que il y a des choses qui fonctionnent plus que d'autres. Excusez-moi. Donc là, par exemple, dans celui-ci, ils ont repris quelque chose qu'il y avait là, c'est-à-dire l'instrumental. Ici, It's a Jam. Ici, Erotomania, je crois. Ou Voices, je sais plus. Ce qu'ils n'avaient plus fait, en fait, dans Imagine the World. Et moi, j'aime bien, en fait, cette idée, en fait, qu'on laisse une piste respirer. Plus tard, à partir de 2009, ils ont réédité leurs albums, enfin ils ont édité leurs albums dans plein de formats différents, dont des grosses box avec vinyle et CD. Ils mettaient ensuite un CD, j'ai jamais pu mettre la main sur ces albums parce qu'ils ne sont vendus que dans des box qui coûtent 200 balles. Mais en gros, ils ont refait le CD, mais sans la voix du chanteur, donc de l'abri, et pour essayer de, voilà, de voir si ça pourrait plaire à des gens. Donc j'aimerais bien écouter par définition, j'essaierai de trouver ça sur Soulseek. Mais je pense que ça peut être un peu piège, parce que même si on n'aime pas la voix de l'abri, il y a quand même pas mal de Dream Theater, notamment l'éponyme de 2013, qui possède en fait des parties vocales qui sont très importantes, parce que sans les parties vocales, en fait, vous perdez une partie, je dirais, de l'intérêt finalement du morceau. Voilà. Donc on va un petit peu avancer, et je crois que... Ah bah écoutez, je crois que j'ai pas fait ma petite aide. Ah si, elle est là. Excusez-moi, je me suis mal... Hop, une petite aide. Pour le prochain, qui est un CD que j'ai eu un peu de mal à trouver, puis finalement je l'ai trouvé à 6 balles, donc c'était cool. Je sais plus où. À la Fnac, je crois. Donc c'est le Changes of Season. Donc là, pour Changes of Season, c'est un peu particulier. Je pense qu'ils auraient dû faire ça. En fait, vous avez un nouveau, c'est Derek Dremian, je crois qu'il s'appelle. Dremian, c'est celui-ci. C'est celui qui remplace Kevin Moore, qui a pris ses aises, en fait, il s'est barré. D'ailleurs, j'ai même pas compris ce qu'il faisait ensuite, Kevin Moore. Je vais regarder en parallèle à côté si j'ai une info. Mais donc en fait, ils disent que ça a été fait en 89 avec Metropolis Part 1, et ça devait être inclus dans Imagine World. Et donc après plusieurs spéculations et retards, des lives en 93, pas mal de boulot, en mai, on a décidé de faire voilà, ce truc-là. Donc en gros, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il n'y avait pas assez de place, hein, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'ils avaient, par exemple, une... Alors peut-être qu'il y a un Changes of Season qui ont sorti dans les Lost Not Forgotten, où il y a Kevin Moore qui joue dessus. Ça serait intéressant de savoir. Et donc voilà, en 95, donc ça fait quand même 3 ans plus tard, ils ont décidé de mettre ça. Donc un peu, ils auraient pu le coller en double album, par exemple, comme ce qu'ils ont fait, un très gros double album qui s'appelle Six Degrees of Inner Turbulence, dont j'ai mentionné l'existence tout à l'heure, dont on va parler tout à l'heure. Ils auraient pu le coller en fait à la suite d'Imagine World ou Awake, mais ils ont décidé d'en faire au final juste une piste. Donc c'est un EP, hein, c'est pas un album. Pourquoi un EP? Parce que vous avez Changes of Season qui fait 23 minutes. Rien que ça, hein. Attendez. J'essaie de me connecter en parallèle pour aller voir Kevin Moore. Donc, il fait 23 minutes. Et en fait, les pistes que vous avez après, là, la piste 2, 3, 4, 5, ce sont des medley. Alors, la première, c'est une... comment dirais-je? C'est un double medley de Elton John, je crois, qui s'appelle Funeral for a Friend. Et Love Lies Bleeding, voilà. Ensuite, c'est un medley. Ensuite, Perfect Stranger, ça doit être... Oh, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est Deep Purple. Enfin, vous avez The Rover avec Ash Shield, A Last End, The Song Remains the Same. Est-ce que c'est Queen? Vous voyez, il y a du Queen, on va vérifier. Le Big Medley à la fin, vous avez... Ah non, c'est à la fin qu'il y a Bohemian Rhapsody, je sais pas si vous voyez. Queen, c'est à la fin. Mais je sais plus, là, c'est peut-être du Rush. Attendez, on va regarder, je dis pas de bêtises. Moi, c'est des artistes que j'écoute pas trop, ça me parle pas plus que ça. Mais j'avoue que c'est sympa, j'ai trouvé que c'était assez joli. Donc déjà, moi, la piste qui est la plus intéressante, c'est bien sûr celle-ci, The Changes of Season, avec plusieurs parties, comme ce qu'ils font souvent dans le prog rock. Hein. Il y a 7 parties, The Crimson Sunrise, Innocence, Carpe Diem, The Darkest of Winters, Another World, The Invisible Summer et The Crimson Sunset. Moi, très sincèrement, je commence à apprécier à partir de la moitié. Hein. Le début est long, enfin, je trouve qu'il est pas très passionnant. Il est tantôt rock, tantôt jazzy, mais je préfère la fin en fait, qui est beaucoup plus... Elle est terrible cette piste, mais vraiment il faut s'y habituer. Moi je l'ai un peu boudé longtemps, même aujourd'hui j'ai toujours, je rechigne un peu à me la mettre, parce que je sais que je vais pas aller très loin en fait, tout simplement. Et pourtant c'est une piste qui vaut le coup, parce que bah, c'est très simple hein, les amis. C'est la première œuvre de Dream Theater, la plus longue et la plus... Enfin celle qu'ils ont créée en fait avec le plus d'engouement.
puisque avant ça, vous n'aviez pas en fait une grande musique. Maximum, ça allait jusqu'à 10 minutes. Là, vous avez carrément, mon PC, là, il fonctionne plus. Je sais pas ce qu'il a, c'est l'horreur. Qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà, la deuxième, c'est Elton John, c'est ça. La troisième, c'est Blackmore, Gillian, tout ça, bah, c'est Deep Purple, ouais, c'est ça. The Rover Achilles Last End, c'est Led Zeppelin, excusez-moi. The Rover Achilles Last End, The Song Remains the Same, Led Zeppelin, et The Big Medley, à la fin, bah, vous avez tout ça, il y a du Kansas. Ah oui, c'est vrai, Carrie Ann Waywardson, bien sûr, Bohemian Rhapsody de qui vous savez, Freddie Mercury, Queen, voilà, bon. Dixie, Genesis aussi, voilà, bon, ça fait partie intégrante de la... Ouais, du pédigré, je dirais, de ces musiciens. Et Derek Dremian, là, euh, le, 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 le claviériste, on va le voir juste après, parce qu'il va participer à l'album qui viendra après. Et ensuite, là, depuis les années 2000, il a fait partie de Fates Warning aussi. Je sais plus dans quoi il joue, là, il joue dans... Je crois il joue chez Joe Bonamassa, ce power guitariste de fou, là. Donc, voilà, c'est encore une fois du high level. Bon, bah vous l'avez compris, 23 minutes, une grande piste, très intéressante. Le reste, pour moi, c'est sympa, mais c'est pas des groupes que j'écoute, donc je m'en fous. J'ai tendance à me dire, bon, bah, c'est une grosse... Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils ont tourné ça avec leur ingé son, avec une table portable, déjà à l'époque, à Londres, je crois, ou en tout cas en Angleterre, et c'est complètement fou. Le son que vous entendez là-dedans, vous avez l'impression que c'est un album, quoi. Donc c'est... dites-vous que c'est comme si c'était une répète haute qualité, sans bruit parasite, et... en réalité, c'est un live, mais c'est un live... alors, les reprises, hein. Changes of Season, je sais plus, je crois pas que ce soit live, je crois que c'est vraiment... Et je vais le mettre en B. Je vais le mettre en B, ça m'intéresse pas plus, même si elle est magnifique, la Changes of Season. Mais vous allez voir, en B, c'est pas que c'est des... Encore une fois, je le répète pour ceux qui viennent, celles qui viendraient ici, B, c'est pas des mauvais disques, hein. C'est juste ceux que j'écoute le moins pour les raisons que j'essaye d'expliquer. Donc là... L'EP, bah, c'est un son live béton, des interprétations classiques et une longue piste inédite. Et par contre, ça fait un peu remplissage et peu pertinent. C'est pour ça que je l'ai mis un peu en bas, c'est que je l'écoute pas souvent, parce que ouais, pas souvent le mood à écouter du Elton John ou du Queen, si vous voulez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Et c'est pas des mauvais artistes, hein, c'est simplement que moi, ça me parle pas plus que ça. Hop, alors, attendez, parce que là, je commence à flipper. Si même le petit PC portable qu'on m'a prêté, enfin qu'on m'a offert, il est mort, bah là, il s'allume même plus. Ça sent mauvais cette histoire, hein. Je crois que je suis parti pour des galères là, les amis. Bon bref, allez j'avance un peu parce qu'on est à 37 minutes, on n'a rien fait. Falling into Infinity, merci Joris, il m'a offert gentiment ce Scud, qui n'aimait plus, hein, tout simplement. Alors ce Scud, j'ai entendu tout et n'importe quoi, et enfin j'ai vu des chroniques désastreuses, et moi je m'attendais à me dire j'ai envie de le détester quoi. Vous savez quoi, c'est un disque que j'adore. 1997, ils sont chez Elektra, donc une sous-division d'Atlantique je crois, enfin ça doit être un truc comme ça. On voit que le CD avait été récupéré chez Gibert, et mon pote Joris l'avait peut-être eu déjà en seconde main. C'est East West Recording America, sous label Elektra, ça doit être ça, ouais. East West, bon. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Donc déjà c'est Derek encore au clavier. Apparemment, bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais l'histoire c'est que, voyant que c'était un groupe qui fonctionnait, pour essayer de faire de l'argent, parce que c'est quand même des Américains, faut pas déconner, hein. On leur a demandé très gentiment d'essayer de faire des trucs easy listening, faciles à retenir, des airs plus simples, des pistes moins longues, etc., etc. Parce que là, Changes of Season, ils se sont dit, les mecs, ils sont en train de rentrer dans des bails où nous, on va pas pouvoir investir chez eux. Et vous voyez comme quoi, en fait, l'industrie musicale peut être dramatiquement dégueulasse et pervertir complètement des artistes. Voilà, là, je me mets un petit peu du côté de ceux qui n'aiment pas cet album, parce que je peux comprendre pourquoi ils ne l'aiment pas. C'est-à-dire que c'est peut-être moins marquant que d'autres œuvres de Dream Theater. Et ben pour moi, j'ai envie de dire maintenant, parce que là je m'étais fait l'avocat du diable, détrompez-vous, c'est un album excellent. Enfin franchement, bon les pistes elles dépassent rarement 5 minutes, mais New Millennium est moyenne, par contre You Not Me, j'ai l'impression que c'est une des chansons les plus entêtantes de la carrière de Dream Theater. On pourrait presque mettre ça dans des génériques de séries américaines. You not me. C'est, je sais pas, c'est... Ouais, il y a un côté pop, c'est vrai, sur cet album-là, c'est vrai. Mais il est pas dégueu du tout. Il fait pas... Vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime la musique très lourde, même bruyante, hein. Chaque matin en me réveillant, je me mets du Génocide Organe, des trucs comme ça, hein. Donc me faites pas dire ce que je ne pense pas. Mais il y a un moment pour tout dans la vie.
et je pense que les airs, même s'ils peuvent paraître un peu stériles ou un peu débiles, eh ben des fois ils foutent du baume au cœur, et c'est le cas de cet album. Moi je le trouve merveilleux cet album. Peruvian Sky est trop belle, 6 minutes. Hello, yes, pareil, All Years, mais vous pouvez le mettre en générique en fait d'un film ou d'une série, quoi. Elle est trop belle. Moi, elle est super. Enfin, j'ai beaucoup d'émotions quand je ressens ce que ça raconte, All Years. Les années creuses, quoi. Burning My Soul et Burning My Soul. C'est ouais, c'est assez rock. Hell's Kitchen est une super instrumentale. Merci d'avoir continué les instrumentales après Awake. Lines in the Sun est magistral, 12 minutes de pur bonheur. Take Away My Pen, Just Let Me Breathe. Annalie, j'aime un peu moins, je crois. Et la dernière, qui est magistrale, 13 minutes encore. Vous voyez comme quoi on dit, ils ont fait des titres courts. Oui, mais pas que. Il y a quand même 2-3 pistes longues, des 8 minutes, 12, 13. C'est un album en réalité que je trouve vachement équilibré. Et moi, ils me font rire à chaque fois, vous savez, les commentaires sur YouTube, où à chaque piste de Dream Theater, vous voyez, il y a toujours 15-20 bonhommes qui disent, les Gugus, ouais, album trop sous-estimé, machin. Bah là, pour le coup, ils ont raison. Cet album est méga sous-estimé. Je ne comprends pas pourquoi, en fait, il s'est fait autant tailler. Je trouve qu'il ressemble à ce que Dream Theater a instigé, pardon. Je trouve que ils ont pris des risques, que peut-être qu'ils ont même pris beaucoup de plaisir à créer en fait tout ça. On leur a fait porter des trucs en mode oui, ils ont pas choisi, on les a forcés. Bah non, ils ont l'air de jouer correctement en fait ce qu'ils vous proposent avec Falling into Infinity, et moi je trouve que c'est excellent. Enfin franchement, ça prend. Il y a des passages très rock, voire pratiquement pop rock des fois. Et il y a d'autres fois où ça rentre vraiment dans des trucs ultra prog, avec Hell's Kitchen, des trucs super épiques dans Lines in the Sand. Enfin, c'est... non, moi je trouve que c'est une réussite, mais totale, quoi. Enfin, je comprends pas. Du coup, il va prendre un bon A. Il va prendre un A en très bonne place. Alors après, il y aura peut-être d'autres A à sa gauche, hein, mais pour l'instant, il est en A, meilleur que pour moi que celui-ci, parce qu'il a plus, je dirais, le pédigré et l'ADN de Dream Theater, justement. Alors dessus, j'ai mis une petite marque, donc album facile d'accès et très FM, titre court et direct. Voilà. Alors, il y en a aussi, vous avez vu, il y en a 2-3 qui sont très longs et très intéressants, et ambiancé. Vraiment, vous avez l'impression d'être dans quelque chose de... Enfin, on vous prend par la main, quoi. On vous emmène dans des histoires, et vous voyez... Enfin, moi, je vois pas le temps passer, je le trouve juste... c'est pas du tout un album générique comme ce que j'ai pu lire. Par contre, c'est un album qui est peu métal. Hein, c'est ce qui est marqué là, c'est ce que je trouve. Je vous donne comme ça les infos. Si vous avez besoin d'un truc très rentre-dedans et qui a besoin de sonner métal, n'allez pas trop vers celui-ci si vous voulez accéder à du Dream Theater au début. Ouh, putain. Allez, on avance. Alors, voici un des albums que j'ai vu donc j'avais déjà écouté il y a très longtemps, mais que j'avais oublié, et que j'avais vu donc à 6,99€ à Cultura, et on m'avait conseillé d'aller le prendre, parce que ça pouvait pas être quelque chose de raté. Il s'agit de Metropolis Part 2, le Sense from a Memory, et je crois que mon PC est vraiment pété, hein, puisqu'il ne s'allume plus. Il a décidé de s'arrêter comme ça tout à l'heure, et maintenant il ne s'allume plus, quoi. C'est juste... c'est hallucinant. Je sais pas quoi faire, je peux plus accéder à mon PC. Je peux plus bosser, puisque mon autre PC de fixe, il est en... Oh, c'est la merde. Putain, je vous assure, mais qu'est-ce que c'est la merde. L'informatique, quand vous êtes dépendant de ça, là, je sais plus quoi faire. Bon, bref. Alors, suite au succès de Imagine World, et le groupe a entendu ses fans, puisque c'est un groupe qui regarde... Il y a un fan club, en fait, de ce groupe-là depuis les années 90, et ils se sont dit, allez, on va essayer de faire une histoire en partie numéro 2. En fait, c'est pas vraiment ce qu'ils ont fait. Donc là, il y avait une allégorie, en fait... avec comment elle s'appelait déjà, Victoria peut-être, je sais plus. Et en fait, on retrouve l'allégorie de la partie 1 dans la partie 2, mais développée et prise d'un angle particulier. Toujours est-il que musicalement, il y a Jordan Rhodes, le claviériste, qui existe toujours en 2025 et qui n'a pas bougé. Il est indécrottable maintenant, hein, il fait partie du pédigré du groupe aussi. Il est arrivé pour cet album-là. Moi, je trouve que Jordan Rhodes fait un boulot vraiment monstrueux. Je ne comprends pas pourquoi il reçoit en fait une série de colibés et de critiques depuis très longtemps. Oui, Kevin Moore était mieux. Vous savez, on a toujours l'impression que les gens préféraient ce qu'il y avait avant, parce que par définition, ce qu'il y a avant, c'est mieux. Ben non, Kevin Moore, oui, était un très bon claviériste, mais Jordan Rhodes, je trouve qu'il ne manque pas d'inspiration. Il a un projet solo d'ailleurs depuis les années 90 qui s'appelle aussi Jordan Rhodes, un peu comme tous les autres, hein, ils ont tous eu leur projet solo. Petrucci a le sien, Portnoy a le sien, mais Young n'a peut-être pas le sien.
Bref. Et donc là, c'est une scène en 2 actes, avec le fameux orchestre qui est, bon, vous les connaissez, hein, Jordan Rhodes apparaît ici. Et il y a Teresa Thomason qui est en plus, il y a un gospel aussi sur le Spirit Carries On qui est une des meilleures pistes de toute la carrière, je trouve. Les arrangements de chœur sont conduits par Jordan Rhodes, donc c'est quelqu'un qui est très technicien. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors oui, juste pour l'histoire, avant de déterminer un peu les titres, vous avez Nicolas et Victoria. En fait, Nicolas est positionné à la place de Victoria, et il fait une hypnothérapie, d'après ce que j'ai compris. Il est allongé, on lui demande de fermer ses yeux, et hop, et en fait il revit, c'est une sorte de channeling, quoi. Si vous voulez, c'est un voyage dans sa vie antérieure, et c'est là qu'il voit qu'il était cette Victoria, qui était tiraillée entre 2 frères, dans les années 1900, et qu'il y a un des 2 frères qui l'a abattu, et l'autre, en fait, s'est fait condamner, voilà. Et lui, en fait, il prend la place de Victoria, d'après ce que j'ai compris. Et c'est ce fameux Nicolas, voilà, et ensuite il a un rapport avec, comment il s'appelle, donc là c'était The Sleeper. Je sais plus comment il s'appelle l'autre. Est-ce que ce serait pas Jordan, justement? Je sais plus. Bref, à la fin, je vous le dis pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais vous entendez quelqu'un qui arrive, qui n'est pas l'hypnothérapeute, qui rouvre la porte, qui dit réveillez-vous. Je vous dis pas ce qui se passe. Il y a une narration de fou là-dedans. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est fort, purée, et surtout qu'est-ce que c'est varié. Cet album est résolument métal, contrairement à celui-ci qui l'est un peu moins. Le précédent, Falling into Infinity, n'aboutit pas en fait à ce niveau d'expérimentation et de technicité, c'est vrai. Là, ils ont repris un peu du poil de la bête, ce qu'ils avaient un peu délaissé ici, mais volontairement, et c'est pas pour me déplaire, parce que il en faut pour tous, quoi. Alors l'ouverture est géniale. Alors Through Her Eyes Beyond This Life et Through Her Eyes, là surtout Beyond This Life, c'est juste magnifique. Les leads de Petrucci, ça part enfin c'est complètement fou. Home est merveilleuse. Dance of Eternity, qui est la partie ici de l'acte 7 en instru est juste devenu un gimmick. Vous pouvez retrouver, en fait, taper sur YouTube Dance of Eternity, Dream Theater live, et vous allez les voir jouer ça en live, c'est juste du bonheur, quoi. Enfin, ils s'amusent, les mecs, c'est... et The Spirit Carries On, qui arrive quasiment en fin d'album, et vous vous dites, mais c'est jamais fini, on est baigné, en fait, dans un maelstrom vraiment de sentience, de capacité comme ça à ressentir les belles choses qu'ont prévues finalement nos musiciens pour nous faire vivre en fait cette histoire. Donc non seulement il y a une narration, mais il y a comment dirais-je, il y a une virtuosité à nul autre pareil. Enfin moi je trouve que c'est un bonheur. Et je vais le mettre ici. Voilà comment il arrive. Vous l'attendiez, hein? Regardez, hein, il n'y a rien à dire. Voilà. Narratif, époustouflant, chimérique. C'est un voyage initiatique. Et puis surtout, si vous commencez à vous intéresser un peu à ce que ça raconte, bon après ça c'est juste une seconde lecture, hein, vous pouvez très bien en profiter à fond. Moi je vous parle surtout là de la musique, hein. Je classe surtout sur la musique, je classe pas par rapport aux intentions de narration et de vocabulaire et d'histoire. Ça c'est votre ressort, vous êtes ou pas intéressé par ça. Là j'essaie juste de créer cette tier list. Donc vous voyez déjà là, il y a quelque chose qui se dessine un peu, mais on n'a pas fini. Je vais essayer de faire une vidéo de moins d'1h30, je suis déjà à 49 minutes, c'est pas possible. J'y arriverai pas, franchement je suis désolé. 6 Degrees of Inner Turbulence sort en 2001 ou 2002. Electra. J'ai oublié, 2001 ou 2002, bref, 2002 je pense. Et alors, c'est un double album les amis, hein, c'est un double CD. Alors ça pour moi, c'est en même temps un point fort et un point faible. Je sais que j'ai redonné envie à Mom de découvrir celui-ci récemment. Il m'a dit je suis tombé des nues tellement c'est bon. Et il a raison. Alors je dirais, là on va encore plus loin que ces trois-là réunis. Même avec celui-ci. On peut mélanger ces quatre-là, ça fait 6 Degrees of Inner Turbulence. On est très loin du métal sur la première partie, qui est le premier CD, qui dure 57 minutes je crois. The Glass Prison, Blind Faith, Misunderstood, The Great Debate et Disappear. Voyage entre plusieurs types d'expérimentation qui vont
du rock prog, au smooth jazz, avec un peu de lounge, avec des fois ça tape un peu dans le comment dirais-je, le metal, le heavy, parfois le trash vers la fin. Il y a un petit peu aussi de grunge. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire qu'il y avait dans celui-ci, euh, là, excusez-moi, là il y a des passages très grunge, mais en fait c'est parce que ça porte une époque, hein, 97, vous voyez. Et qui c'est qui avait joué aussi le mec de King's X là-dedans? Il y a quelqu'un qui a été invité, je sais plus comment il s'appelle. King's X, je sais même pas s'il est... Ouais, il remercie les fans à travers le monde. Bon bref, je sais plus comment il s'appelle. Si, c'est lui. Doug Pinnick, là, regardez. C'est le gars de King's X. Doug Pinnick qui était le mec qui avait aussi joué dans de la basse, je crois, ou qui avait chanté chez Living Colours. Donc vous voyez, hein, c'est toute une époque, hein, c'est tout ce qui est fusion et tout, donc cet album-là le transporte bien, voilà, c'était juste un petit interlude, excusez-moi, j'avais oublié de parler de ça. Et ça, voilà, on va retrouver de plein de trucs, c'est super varié. C'est un bonbon cet album, mais il peut être éprouvant, parce que vous avez sûrement plus d'appétence pour certains styles musicaux dans l'univers du rock que d'autres, et du coup il y a certaines pistes ici que vous pouvez trouver peut-être un peu trop pop, un peu trop chiantes, je sais pas, donc le Disc One, il est... Ça dépend. Ça dépend des moods pour moi aussi. Parfois, je préfère un truc un peu plus monolithique, un peu plus homogène. Là, il y a quand même pas mal d'hétérogénéité. Par contre, la deuxième, alors là, c'est une sorte de symphonie. Hein. Vous en avez pour 42 minutes, voilà. Et là, c'est Six Degrees of Inner Turbulence qui fait 42 minutes avec plusieurs parties, mais en fait, il n'y a pas qu'une seule piste. Hein. Vous avez vraiment les 8 pistes. L'ouverture, des très belles VST implémentées là sur le clavier arrangeur ou le clavier maître de Jordan Rudess. Très beau, très presque, je dirais, d'un autre temps, quoi, d'un autre siècle, presque moyenâgeux. Et ensuite, en fait, vous avez toute une série très, très, je dirais, intéressante d'un point de vue émotionnel, sur une écriture. Alors, je sais pas si je peux vous retrouver des passages. The test, the stamp, all them all. Je sais plus où c'est. Oh, il avait une drôle de tête, John Rhodes, à l'époque. Hein. Good Night Kiss, là, les lyrics de Portnoy, elles me scient, quoi. Good night kiss in your night gown, lavender in your bed, so innocent as you lie down, sweet dreams that run through your head. Are you lonely without mommy's love? I want you to know I'm dying for the moment. You're just a poor girl, afraid of this cruel world, taken away from it all. C'est tellement triste, quoi. It's been 5 years to the day, and my tainted blood's still the same. I can't help acting this way, and those bastard doctors are gonna pay. I'm so lonely without baby's love. I want you to know I'd die for one moment. I'm just a poor girl, afraid of this cruel world, taken away from it. Enfin, bref. De toute façon, Petrucci est quelqu'un de très important pour Dream Theater, d'un point de vue des écritures, des arrangements, même pour les lives, c'est lui qui fait toutes les setlists. Je pense que le pôle central de Dream Theater, c'est Petrucci et Portnoy. Et donc ici on a, grâce à Portnoy justement, Petrucci et Portnoy d'ailleurs sont à chaque fois les producteurs principaux des albums, mais on voit The Glass Prison, ici la première du disque 1, donc là c'est vraiment, dites-vous que c'est un truc super épique, hein, 42 minutes, c'est de la folie, mais Glass Prison entame en fait cette fameuse histoire de Dream Theater qui va s'étaler comme ça jusqu'à Black Clouds and Silver Linings, avec une grande piste qui va détailler en fait un combat contre l'alcoolisme. Voilà, c'est un peu les années 90, hein, souvenez-vous, James Hetfield, Lars Ulrich et compagnie. On a l'impression qu'ils ont tous le début de quarantaine et ça y est quoi, ils ont envie de sortir de ça. Moi ça va, je suis content, ça fait 10 ans que j'ai pas bu d'alcool et je l'ai fait à partir de ma trentaine moi. Donc, Six Degrees of Inner Turbulence, j'en pense beaucoup de bien. C'est un album très frais, il est rafraîchissant, autant pour moi que celui-ci. Et alors, comment je le mettrais? Oh, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vais le mettre là, tiens. Voilà. Alors, il est généreux. Il est varié, il est déroutant. Il y a 2 CD qui auraient pu être 2 albums distincts. Pour moi, il n'y a pas trop de rapport entre les 2 parties. Ça se suit bien, mais vous pourriez très bien écouter un des 2 disques et vous arrêter, vous mettre n'importe quoi d'autre. Pas besoin de... Il n'y a pas une narration sur les 2 pour moi qui est censée en fait se tenir, vraiment musicalement en tout cas.
Donc c'est ce que je lui reprocherais, mais vous voyez, c'est vraiment un reproche en bois, quoi. Allez, on continue, et cette fois-ci, on va venir avec, eh bien, Train of Thought. Alors, Train of Thought, c'est celui qui m'a fait... que j'avais écouté en entier à l'époque, quand il venait de sortir. C'était 2003, je crois, chez Electra. Il n'y a que cette piste, mais quelle piste, les amis! Il est assez court, c'est un des albums les plus métal de la carrière, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? On va regarder un petit peu la pochette, comme on fait à chaque fois sur la chaîne de Mes Vieilleries. Et on voit que ça continue avec les expérimentations sur les images bizarres. Là, on voit cette mer qui est craquée en deux. Là, on voit qu'il y a une prison ou un ciel ouvert dans la paume des mains. Là, on voit des gens avec des têtes d'arbres dans la nature, ou des gens qui font la queue et qui n'arrivent pas à se délier. Voilà, ce château de sable. C'est vraiment, moi, je suis assez fan de ce qu'ils font. Et alors, pourquoi, en fait, cet album est important pour moi, même s'il est très noir. En réalité, c'est un peu ce serait presque le Black Album de Dream Theater. Donc, qu'on commence. As I Am, This Dying Soul, Endless Sacrifice, Honor Thy Favor, Vacant, qui est en fait la pré-Stream of Consciousness, c'est un peu la même chose, 5 et 6. La 5, c'est juste une intro à Stream of Consciousness, et In the Name of God. Alors les deux dernières, les amis, font partie de mes préférés. Voilà. On va dire, si j'avais 20 pistes de Dream Theater sur les un peu plus de 100 qu'ils ont faites dans leur carrière, que je voudrais garder à vie, ce serait justement ces deux-là déjà dans cet album. Stream of Consciousness, qui est une majesté qui dure 19 minutes, je crois, d'instrumental, et moi je kiffe les instrumentales dans le métal, mais encore plus dans le prog. Et In the Name of God, pareil, qui est merveilleuse. Je lui reprocherais peut-être d'avoir... Labrie, en fait, s'inspire beaucoup de la voix de James Hetfield. Il a même, vous savez, ces mêmes inflexions, il essaye de singer un peu son ambitus, alors que Hetfield est un quasi-baryton. Comment dirais-je James Labrie, donc Kevin James Labrie est plutôt un ténor. Et donc, ouais, As I Am est très très bien, d'ouverture. Je crois que c'est celle-ci, ou Endless Sacrifice, je sais plus, ou This Dying Soul, l'une des trois premières, je crois, qui traite, vous savez, la partie 2 après The Glass Prison, de l'alcoolisme. Et cet album-là, à part le fait qu'il singe un peu, comment il s'appelle, James Hetfield, je le trouve excellent. Je sais plus laquelle c'était, ouais. Bon, en tout cas, c'est Portnoy qui écrit sur ça. Est-ce que ce serait pas celle-ci? Reflections in Reality Revisited. Oui, ça doit être ça. Je sais plus. Même pas sûr. Dedicate to Bill W. and all his friends. Endless Sacrifice. Et il est entêtant, cet album. Il est habité, quoi. Franchement, ouais, je pense que c'est vraiment l'album le plus métal. Alors, ça mélange un peu de métal moderne. À l'époque, c'était la sortie chez Metallica, notamment, de Saint-Anger. Chez Mackinette, je sais plus ce qu'ils avaient sorti. Oui, je crois qu'ils avaient sorti un album aussi. Je sais plus. On sent en fait que ça baigne. Dream Theater à chaque fois baigne dans son époque. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, mais même sur tous les albums. On l'a vu par exemple avec l'excellent When Dream and They Unite. À chaque fois, ils sont inspirés par ce qui leur arrive. C'est pour ça que là-dedans, j'ai trouvé un peu de grunge. Puis là-dedans, vous allez presque trouver parfois des passages à la voix qui sonneraient presque néo-metal. Ça arrive un petit peu aussi dans Train of Thought. Mais moi, c'est un grand oui, quoi. Je sais pas. À chaque fois que je me le mets, je le trouve génial. Il va prendre son S aussi. Vous allez vous dire, mais il aura plus de place après. Comment il va faire? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas comment je vais faire. C'est compliqué, là, je vous avoue. Alors, attendez, parce que là, je crois que je suis pas droit, en plus. Comment ça se fait que je monte comme ça, là? Clac. Ouais, on va essayer de faire ça. Ouais, bon. Je sais pas si ça... Et mon PC qui ne s'allume plus, il est littéralement mort. C'est flippant. Donc Train of Thought, il est énergique, il est fougueux, il est entêtant, comme je vous l'ai dit, puis là, j'ai rien à dire dessus. Il n'y a pas de choses à redire sur un truc comme ça. Je le trouve équilibré. Il y a 7 pistes, mais elles sont toutes longues sauf Vacant. Mais il est tellement... Je crois que Dream Theater, vous avez vu, j'ai employé souvent cette espèce d'adjectif fourre-tout, émotionnel. C'est l'adjectif en fait qui détaille vraiment bien ce groupe pour moi dans la longueur, quoi. Alors ensuite on a eu
The Number of the Beast. Alors il y en a eu plein d'autres, il y a eu le Master of Puppets, vous savez, ça fait partie de la Lost Not Forgotten Archive, avec ce logo-là. Donc ils les avaient sortis sous un label au début, et là c'était une réédition donc, de ces trucs. Moi je garde à chaque fois comme un gros fétichiste tous les petits papiers. Mais vous voyez, en fait, il y a des images de live, etc. Alors j'en avais parlé sur un de mes retours d'écoute sur cette chaîne. Je l'ai trouvé génial. C'est un live à Paris, je crois. Ils aiment bien jouer à Paris. Hein. J'avais lu une petite interview là de John Petrucci, qui expliquait qu'il aimait bien venir en Europe, et notamment à Paris, ou en Italie, ou aux Pays-Bas, mais surtout à Paris, parce qu'il trouve qu'il voilà, je sais pas, il se passe un truc. Il disait à chaque fois qu'il arrivait à Paris, il devenait malade. Allez savoir pourquoi. Bah, Number of the Beast, c'est un bonus. Moi, je vous avoue que j'aime limite plus me mettre maintenant celui-ci que celui d'Iron Maiden, parce que j'ai jamais eu Iron Maiden comme étant un de mes groupes préférés, et je trouve leur son et leur manière d'être un peu trop précieuse, un peu trop... je sais pas. Et là-dedans, la brise débrouille bien, même si c'est pas ses compos. Puis bon, la section rythmique et mélodique, ça se balade. Hein. Et il y a deux trois petits changements, je crois, sur Gangland, et encore, je suis même pas sûr, mais sinon, c'est note pour note le même. Bon, je vais le mettre, je sais pas, ici. C'est pas qu'il est nul, c'est que... disons que c'est un peu hors sujet, quoi, vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout un peu, quoi. Mais il est très bien, hein. Moi, c'est pas parce qu'il est B en bas que les autres que j'aime pas l'écouter. Number of the Beast Live, 2005, du coup. Ah oui, 2005. Bon, j'aurais dû le sortir après, c'est pas grave. Fidèle à la note près, saisissant, haute qualité d'enregistrement. Ça, c'est ce qui m'impressionne avec les Lost Not Forgotten et aussi avec le Changes of Season. C'est vraiment, ils viennent en live, les mecs, ils vous font des trucs, t'as l'impression que c'est un studio, quoi. Ce que je leur reproche, c'est l'interprétation qui manque un peu d'originalité, mais en fait, c'est leur but. En fait, vous voyez, enfin, moi, je le sais parce que j'ai été au conservatoire quand j'étais plus petit. On forme, au conservatoire, on forme les gens à être des exécutants, en fait. Dans les écoles de musique, comme celle de Berkeley, là où ils étaient, je pense que c'est la même chose. On les forme à être des exécutants. Donc ils récupèrent à l'oreille ou en partition les trucs qu'ils adorent, et puis ils les exécutent, en fait. Ils savent les jouer comme si c'était eux qui les avaient innové. Et c'est ça qui est fort avec ce groupe, c'est que c'est des gens qui ont étudié la musique, et c'est des... comment dirais-je, ils savent aussi bien faire la musique des autres que jouer la leur, c'est ça qui est assez impressionnant, quoi. Bon, allez, on avance un peu, là. Et on va arriver avec le 2005, justement, avec le Octavarium. Alors ça, c'est un des albums que je trouve le mieux produit. Sincèrement, hein, c'est la qualité de prod là-dessus, quoi. On entend bien tous les instruments. C'est un album très thématique sur l'octave, Octavarium, donc 8 notes. Voilà, là, avec cette espèce de personne là, qui est en dessous de cette grosse boule. C'est assez bizarre. L'Inspiration Corner, on le retrouve un peu trop là-dessus, et c'est ce qui m'a dérouté, c'est ce que je n'ai pas aimé sur cet album. Alors, faut dire quand même un truc. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, s'il y avait 20 pistes, il y en aurait une de cet album. S'il y avait 20 pistes à garder de ce groupe, et cette piste, c'est Octavarium, 24 minutes. Voilà, elle est plus longue encore que Changes of Season. Cette piste est monumentale. Alors déjà, moi je vais vous le dire, The Root of All Evil, qui est la troisième piste de la série sur l'alcoolisme, est géniale. Ensuite, je crois que c'est This Wall que j'aime bien, ou The Answer Lies Within, je sais plus. Là, il y a une sorte de... La 3, 4, 5, je vous en reparle après, c'est pas pour moi. Hein. Et la fin, là, Panic Attack, les solis de Petrucci sur Panic Attack, c'est complètement fou. Never Enough est moyenne, et par contre, Sacrifice Son... Ils reprennent un petit peu leurs envies Pink Floydiennes, Mike Oldfieldiennes. On revient vraiment dans les années 70. Donc c'est un album qui est pétri de bonnes intentions, mais le malheur, c'est qu'au milieu, vous avez une Inspiration Corner sur Coldplay et U2, et moi, je ne supporte pas, en fait. Déjà que j'aime pas ces groupes-là. Là, vous avez à l'armure 3 bémol, etc., donc ça doit être 6 là, c'est une mi bémol majeur, je pense. 5-8, enfin vous avez des signatures comme ça. Never Enough, Sacrifice Son, voilà. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai du mal avec cet album, c'est que les 3-4 pistes du milieu, elles sont inspirées, Inspiration Corner de fou sur ces groupes que j'y arrive pas. Pourtant j'ai essayé, hein, j'ai fait des soirées jeux chez des gens, on s'était remis du Muse. C'est ce genre de groupe, putain. La manière, l'interprétation, et en fait, la brise singe, la voix de, je crois que c'est, comment il s'appelle, Bellamy, je crois, je sais plus si c'est Matthew Bellamy, je supporte pas, je peux pas vous dire différemment, ça m'a pourri l'album, et pourtant je l'ai beaucoup écouté, hein. La prod est béton, la thématique est sympa, les solis sont exceptionnels,
La dernière est merveilleuse, Octavarium, mais je vous invite vraiment à vous l'écouter au moins une fois dans votre vie. D'ailleurs, vous avez sur Drumeo, la chaîne YouTube, il y a Portnoy, là, récemment, là, quand il est rentré dans le groupe de nouveau, en fin 2025, je crois, il s'est amusé à rejouer Octavarium juste avec la backing track. Le mec, voilà, 20 ans plus tard, il se remet la backing track, il joue exactement ce qu'il a joué dans l'enregistrement. Enfin, ces mecs sont impressionnants, quoi. Portnoy est là, je crois. Donc, ça va pas. Ça ne va pas. Ça m'énerve. Je me dis, mais comment ça se fait qu'on... Alors, eux, ils aiment ces groupes-là, c'est très bien. Ils font des choses qui s'inspirent de leurs amours. Il n'y a pas y a pas de problème. Je suis en train de voir un balai de mésanges et de pinsons des arbres, de petits troglodytes mignons aussi, qui sont en train de venir grappiller des petites graines que j'ai laissées dehors. C'est trop mignon. Mais c'est ça aussi Dream Theater. C'est essayer d'ouvrir en fait ses chakras et de faire de la méditation en pleine conscience, de regarder les belles choses de la vie. Voilà. Donc Octavarium, oui, pour The Root of Olive, Sacrifice Sun et Octavarium, voilà. Le reste, à part les solos sur Panic Attack, non, je peux pas. C'est trop, c'est infusé en fait de groupes que je n'aime pas. Coldplay, je peux pas, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous avez vu là les touches du piano, bah il arrive là. Mais c'était prévu de toute façon. Hein. Je peux pas le remonter, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Je n'aime pas cet album en tant qu'album. J'aime quelques pistes dessus et le reste, même si le déroulé, l'écriture est intéressante, je sens qu'ils ont quand même des choses à dire. C'est de loin l'album que je mets le moins. Mais de loin, hein. Ouh là là, de très loin. J'ai mis quoi 2000... Non, c'est Black Cloud, ça, n'importe quoi. Ah oui, c'est parce que hier, j'aurais dû... Vous voulez, 5h30 du mat, en fait, tout s'était retourné, et puis tout était tombé. Donc, attendez, je reclasse un peu, voilà. Donc là, c'est Octavarium. Symbolique. Inspiré, bah oui, ça c'est sûr, inspiration à fond, hein, parce que... Ou alors pas du tout inspiré, du coup. Ça dépend comment on se positionne, vous voyez. Et récréatif, c'est vrai qu'ils s'amusent et ils reprennent des thématiques et des manières de jouer d'autres groupes. Mais là, on le sent trop, quoi. Et je l'ai mis justement trop d'inspiration de Corner, de Muse, de Coldplay, etc. Ça va pas. Ça, moi, je supporte pas, en fait. Alors vous me direz, ouais, mais Cad, ça te touche moins quand c'est des trucs de Kansas et de Queen, et puis d'autres vieux groupes, type Rush ou Rainbow, que tu connais pas bien. Tu vois, tu les as pas forcément détruits. Bah si, regardez. Là... Là, bon, en fait, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais justement, moi, Muse et Coldplay, j'ai connu ces groupes. Il y a, pourquoi pas Oasis aussi, vous voyez. Donc, c'est pour ça, il y a des trucs, j'y arrive pas à passer. Après, ça compose bien, hein, Muse et Coldplay, c'est juste que je trouve ça insupportable, en fait. En fait, c'est pas forcément les musiques qui sont chiantes, c'est la manière, c'est l'interprétation. Il y a des groupes, j'y arrive pas, en fait. J'ai envie de les gifler quand je les entends. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, allez, on passe à autre chose parce que j'ai pas envie d'être méchant, mais avant, je remercie Rich Kigal pour m'avoir offert ce super truc, c'est un peu un de mes cadeaux de Noël, ça. Waouh, qu'est-ce que c'était trop cool, quoi. Awake en démo, les amis, et oui, c'est Awake les démos. Trop bien. Donc, dans la série Lost Not Forgotten Demo, alors qu'il y a aussi celui-là qu'il me faudra, il y a celui-là. Donc là, j'aurai celui-là. Bon, il est moins bien que le Awake normal. Pourquoi? Alors attendez, parce que je l'avais fait, mais ça a dû se casser la gueule. Non, je l'avais même pas fait. Ah si, je l'ai là. Ça s'est cassé la gueule. Mais... Fidèle à l'album, tracklist différente, quelques arrangements différents. Oui, très léger. Manque de puissance et de profondeur des instruments, bah c'est normal, c'est une démo, c'est un peu comme ça. Donc, en fait, vous voyez par exemple la Innocence Faded, qui est une des meilleures, elle aurait dû se mettre normalement après 6 o'clock in the morning, et Scared à la place ici. Ils ont inversé, je sais pas pourquoi. C'est peut-être comme ça que c'est sorti en fait dans le date ou dans le... Je sais pas sur quoi ils ont enregistré. Donc on était encore avec Kevin Moore. C'est très sympa. Alors moi ce que j'ai bien aimé là-dessus, autant des fois il y a quelques passages un peu criards sur Awake où je sens qu'il en a un peu trop donné. La voix est un peu mise en avant et j'ai l'impression que c'est pas maîtrisé. Alors me lancez pas sur l'histoire de il a mangé des crevettes pourries et que ça lui a fait changer sa voix en 1994 et demi. J'ai jamais pu vérifier ça et puis d'ailleurs je m'en fous. Moi j'ai l'impression que il y a du bon chez Labrie dans toute sa carrière, il y a pas de problème. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'il y a des passages qui sont moins retouchés à la voix, qui sonnent plus justes. C'est vraiment bizarre. Enfin pas plus juste, mais avec un peu moins de vibrato, un peu moins démonstratif. Est-ce que c'est le côté je sais pas ce que c'est. Bon, je vais pas perdre de temps avec ça, je vais le mettre en fait derrière, vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai pas envie de doubler en fait des parties
on n'aura pas de place sinon, donc je vais le laisser juste en dessous, c'est la démo que j'ai placée en S, parce qu'elle est aussi bien quasiment que l'album, hein, je n'en désemplis pas. Alors, coucou mon Doom réalisateur, mon pote Quentin a découvert ce Dream Theater, il m'avait expliqué, parce que j'avais fait aussi, j'ai fait des retours de course sur tous, hein, cette année 2025, c'est avec celui-là qu'il avait découvert, il avait bien aimé, et moi aussi, figurez-vous, donc là ils sont passés chez Roadrunner, moi aussi j'ai bien aimé, ils sont passés chez Roadrunner déjà depuis celui-ci, hein, je crois, ouais c'est ça, puis... Attendez, que je dise pas de bêtises. Ah non, c'était Atlantique encore. Ouais, c'est Atlantique Records, ça. Ok. Donc là, c'est Roadrunner maintenant ici. Alors, celui-ci, il est assez inégal, en réalité. J'ai trouvé. Alors déjà, c'est assez marrant, hein, franchement, les images qu'ils arrivent à vous trouver. Je me demande même, ça c'est des vues d'artistes, hein, c'est pas de l'IA. Hein. À l'époque, en 2007, il n'y avait pas vraiment d'IA encore. Hein, donc l'IA, ça a commencé vers, je dirais, vers 2018, 2019, 2020. Là, vous voyez, c'est quand même complètement fou. Hein. Oh là-bas, le set de Portnoy, je sais pas si vous voyez ce qu'il a, avec ces espèces de fourmis en macro, c'est vraiment magnifique, quoi. Ah, on retrouve un petit peu de... Vous avez vu d'Octavarium. Bon, alors, ouais, il est assez inégal, ça me fait rire aussi. Il est assez inégal avec ses crânes, donc les fourmis sont partout, voilà. Et pourtant, il développe certains morceaux qui font, parmi, encore une fois, hein, qui peuvent rentrer dans un top 20 Dream Theater. In the Presence of Enemies Part 1 et la dernière Part 2, qui entoure, on va dire, qui englobe l'entièreté du compact disque, enfin en tout cas de l'album, sont géniales. Et au milieu, c'est un peu... C'est pas que c'est médiocre, c'est alors, soit il y a du filler, soit c'est trop hétérogène. C'est un album parmi les plus variés qui existent, un peu comme Six Degrees. Il est plus simple d'accès que Six Degrees, je trouve. Mais par exemple, dans Forsaken... Forsaken, on a l'impression d'entendre, vous savez, des chanteuses de MTV, quoi. C'est popisant, c'est bizarre, je sais pas trop me positionner, alors que là, la première était du grand prog metal, et là, vous arrivez sur un truc vachement pop, c'est bizarre. Constant Motion, qui est génial. Dedans, dans Constant Motion, il y a des passages très fous, très circus, quoi, dans l'esprit, au niveau des arrangements musicaux, de l'écriture, de la musique en elle-même, parce que c'est même pas que des riffs, en fait, c'est des successions de notes, vous vous dites, c'est complètement fou, c'est varié, mais c'est des moments qui sont ponctuels, vous n'êtes pas tout le temps submergé, en fait, de la même émotion. Dark Eternal Night est pas mal, Repentance... je sais plus... Non, je crois que c'est Repentance que j'aime pas trop, Prophets of War est moyenne. The Mystery of Lost Soul, c'est sympa, elle dure 15 minutes, et vous voyez là, vous avez quand même de quoi goûter un bon Dream Theater, parce qu'il met du temps à s'installer, mais vous avez ces 2-3 passages, là, 2-3 musiques dans le milieu, qui sonnent très pop, et ça peut dérouter les plus hardos métalleux que vous êtes, pour certains d'entre vous. Pour autant, je trouve que c'est pas un mauvais album, loin s'en faut, c'est pas non plus le meilleur, parce que justement, il y a des choses qui pourraient paraître... Enfin, qui auraient pu être à revoir avant d'enregistrer. Mais bon, c'est un choix, et puis de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix, en réalité. Hein, ils ont voulu le concevoir comme ça, il est comme ça, c'est très bien. Comment je le mettrais, celui-là? Je sais pas. Parce qu'il est bien, quand même. Hein. Il est quand même très bien. Je vais le mettre... je sais pas. Je sais pas, il y a des passages merveilleux, mais il y en a d'autres qui sont tellement étranges. Ouais, je sais pas trop. Je vais le mettre là. J'ai mis quoi sur lui? Systematic Chaos de 2007, donc chaotique, dézingué, varié. Bah ouais, mais ça va un peu dans les deux sens, si c'est bon, si c'est pas bon. Vous saurez comme ça si c'est fait pour vous ou pas. Quelques fillers et albums un peu inégal. Je dirais que c'est un peu la même chose que le Six Degrees, mais en beaucoup plus court parce qu'il n'a qu'un seul CD ici, vous voyez? Donc si vous voulez quelque chose qui mélange un peu pop, rock, un peu métal bien violent avec des passages complètement alambiqués, bah n'hésitez pas à tester le Systematic Chaos qui est peut-être fait pour vous. Wow! Allez, on descend la pile, là, les amis, puisqu'on arrive sur la fin de l'ère Petrucci. Portnoy, excusez-moi, je vais jamais y arriver. Alors c'est marrant, il marque sur la pub, là, Including a Rite of Passage et Wither, donc c'est le Black Clouds and Silverling, avec cette pochette merveilleuse qui fait un peu penser, je trouve, à s'y méprendre à Awake, là, avec ces espèces de statues. Là, il y a une statue éléphant, avec ce petit bonhomme, là, qui regarde ce qui se passe dehors. Cet album, il est... cette petite souris, ce truc qui en fait penser à Awake encore. Non, à Train of Thought. Vous avez vu, ils égrènent comme ça des espèces de petits souvenirs. C'est Dream Theater, quoi. C'est encore très bien conceptualisé.
des petits souvenirs qui vous font penser à tel endroit, voilà, ce phare dans la nuit, cet album, moi, enfin, métamorphosé, peut-être pas jusqu'à là, mais il m'a vraiment plu. Regardez-moi ce pauvre poisson, là, il est hors de l'eau dans son verre. Alors, ouais, ce petit gamin dans une salle d'hôpital, cette espèce de signe de franc-max, c'est tellement sympa. Alors cet album, il est... Alors, mon pote FX m'a dit qui était un ancien prof d'anglais, il m'a dit, ouais, je sais plus ce que veut dire l'expression, mais il m'a dit c'est une expression idiomatique. Black Clouds and Silver Linings. Je suis pas allé vérifier ce que ça voulait dire, puis maintenant que j'ai plus de PC à l'instant, parce que là il est mort avec vous, avec cette vidéo, je crois que je vais lancer une cagnotte pour que vous m'aidiez à racheter un PC, parce qu'il ne se rallume plus. Ça y est, c'est fini, quoi. Il m'a fait moins d'un an, et je n'arrive plus à l'allumer, quoi. C'est un truc de malade mental. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je veux dire? Donc cet album, il m'a vraiment plu, et il m'a dit, je sais plus, voilà, Black Clouds and Silver Lining, à quoi ça correspond, mais c'est une expression anglaise, quoi. Peu de pistes, un petit peu à l'instar de celui-ci que j'aime beaucoup, Train of Thoughts. À beaucoup d'égards, il y ressemble. Hein. Il a, par contre, avec Wither et The Count of Tuscany, qui est très longue, là, 19 minutes de beauté. Donc apparemment, c'était parce que Petrucci était en voyage en Italie, en Toscane, et il y avait quelqu'un qui lui faisait visiter un château qui était très démonstratif, et il avait limite peur, en fait, qu'il était tombé dans un traquenard, donc il raconte ça comme si c'était une histoire, c'est assez marrant. A Nightmare to Remember, qui est très sympa, et c'est cette musique qui a été demandée en 2010, donc un an après, pour trouver un remplaçant à Portnoy, pour que les gens, vous pouvez les taper, hein, audition Dream Theater drummer, et vous allez voir, en fait, c'est vraiment celle-ci, A Nightmare to Remember, qui devait jouer. Donc il y a eu Derek Roddy, Mike Mangini, je crois qu'il y avait Hannes Grossman, enfin il y a eu plein de monde qui est venu jouer, donc c'est Mike Mangini qui avait remporté, et les interprétations de celle-ci, elles étaient excellentes, quoi. Et donc voilà, le Rite of Passage est très émotive, Wither est très calme. Et en fait, moi, je lui reproche un peu The Shattered Fortress. Donc, si vous ne connaissez rien à Dream Theater, que vous n'avez pas envie de vous taper l'histoire de l'alcoolisme sur Six Degrees, sur ensuite la piste qui représente ces 5 parties, Strain of Thoughts, ensuite Octavarium ici, avec la première, je crois, hein, c'était ça qu'on avait dit, The Root of All Evil, voilà, qui est vraiment sympa, parce que c'est vrai qu'elle est sympa. Et puis sur celle-ci, je sais plus ce que c'était... Forsaken, je crois. Non, Repentance, justement. Repentance, eh ben, pas besoin d'écouter tout ça, si vous n'avez pas beaucoup de temps. Essayez, en fait, d'écouter directement The Shattered Fortress, et vous aurez les meilleurs riffs arrangés dans une sorte de medley qui correspond, en fait, à une sorte de grand final de cette épopée, en fait, d'explication de fin d'alcoolisme. The Best of Times est l'une des pistes les plus belles, avec The Count of Tuscany, de cet album, et A Nightmare to Remember. Franchement, c'est un album de timbré. The Best of Time, en fait, c'est... Je pense que Portnoy avait besoin de quitter le groupe parce qu'il a fini un cycle. Je crois qu'il avait 41 ans à l'époque. Son père est décédé. Son père est décédé alors qu'il avait... son père participé à plusieurs coups de gong, je crois, sur Six Degrees. Il avait aidé... C'est lui qui avait inventé le nom Dream Theater aussi, le père de Portnoy, vous voyez. Donc c'était une personne importante dans l'univers de Dream Theater. Et je pense que là, il a tout donné, quoi. The Best of Time, les amis, enfin, c'est vraiment une ode. En fait, c'est... Putain, j'en ai presque la larme à l'œil. C'est... Parce que j'ai perdu le mien aussi il n'y a pas longtemps. En 2022. En fait, il explique... vous voyez, c'est les lyrics par Mark Portnoy, hein, c'est important. Il explique qu'il voulait pas, en fait, parler du cancer de son père qui a fait qu'il en a chié pendant presque un an avant de rendre l'âme. Il voulait pas parler de ça, de cette douleur-là, non. Il voulait parler, excusez-moi. Il voulait parler de la vie et du bonheur en fait qu'il a vécu. Excusez-moi, je suis désolé. Avec Howard, qui est ici là, Loving Memory of Howard Portnoy, 1940-2009. Voilà, il y a quelques photos que vous voyez avec lui là. Donc, non, je n'y arrive pas. Je suis désolé, je peux pas. Vous lirez, vous allez sur Metal Archive, je peux pas. C'est trop compliqué. Bon. Oh putain, je pensais pas en arriver là avec avec cette tier list là. Je suis désolé. Comment je vais mettre celui-ci
Il va venir là. Il va venir là, il a une très bonne place, je pense. Excusez-moi, je vais juste les faire se chevaucher un petit peu maintenant, puisqu'on n'aura plus de place, sinon il en reste encore quelques-uns à mettre. Et ça va être un petit peu complexe. Ah, je suis désolé, je pensais pas... Je voulais vous lire un passage, mais vous n'aurez qu'à y aller pour comprendre en fait pourquoi c'est assez touchant. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué pour 2009 Black Clouds and Silverlings, donc il est touchant, émerveillé, magistral, voilà, c'est complètement fou, il y a des orchestrations, il y a des... Enfin, c'est... Non, c'est un très très bon album. Le Shattered Fortress est un peu dispensable si on connaît tous les anciens albums, c'est ce que j'ai marqué, c'est le seul truc que je lui reproche, c'est que cette piste-là fait un peu de trop en fait par rapport à déjà l'entièreté de ce qu'on a connu. Mais vous voyez, là, il a une place de choix dans les A, il est quasiment S pour moi, donc c'est comme ça. Allez, on passe à la suite, et là, cette fois-ci, donc c'est Mike Mangini qui est récupéré. C'est un des derniers albums que j'ai découvert, avant Parasomnia, je crois. Avant ou après? Après, même, j'ai eu du mal à le trouver en occasion, en fait. Il est jamais en neuf, il est pas repressé, c'était fatigant. Il était en mauvais état, donc j'ai demandé remboursement. Mais ça, on s'en fout, c'était chez Bomox. Alors, j'ai alors peut-être du mal à parler de cet album parce qu'il est encore un peu trop récent, je l'ai écouté il y a 1 mois et demi. Je l'ai énormément aimé. Il y a un bonus que j'ai même pas vu, mais je crois que c'est justement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Spirit Carries On, the 60-minute movies documenting Dream Theater's Dreamer Audition. Voilà, donc vous pouvez le trouver en gratuit maintenant sur YouTube depuis quelques années. En octobre 2010, ils ont joué dans une salle. Ils ont demandé aux candidats de venir jouer avec eux pour voir s'ils pouvaient prendre telle ou telle personne, et c'est Mike Mangini, voilà, qui est devenu leur nouveau prog rock soulmate, l'ancien batteur, qui a joué aussi chez Annihilator, etc. Bon, bref, dramatic turn of event, avec cette pochette qui a été pompée sur Conviction, je crois, je sais plus comment s'appelle ce groupe norvégien, mais pompé au pli du manteau près et au monocycle près, hein. C'est vraiment le même personnage, avec juste les bras écartés en plus, et avec cette corde qui va s'arrêter. Vous vous souvenez le petit personnage là qui regardait ici, par la fenêtre? Regardez, c'est l'extérieur de ça, c'est la suite en fait. Bon, pour moi, les parties avaient déjà été écrites par Portnoy. Je pense. Mais arrangé seulement par Mike Mangini. Je sais pas comment ça s'est fait. J'ai l'impression de sentir l'âme de Portnoy encore dans le peut-être que je me trompe, hein, dans le groupe. Cet album, je l'ai pas aimé au début parce que il est... Enfin, moi, je trouve que la production, elle est à chier, mais d'une force violentissime. Le son est étouffé. Les guitares dégueulent un peu. Mike Mangini est ici. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la prod. Sincèrement, ça me scie un peu de voir ça. On est très loin de Black Clouds and Silverlings, qui était génial. Octavarium, qui avait une très belle prod aussi. On est loin de tout ça, hein, les amis. Et donc j'ai eu du mal à rentrer dedans. Par contre, une fois que j'ai réussi à pousser les portes, je crois que je les ai jamais plus refermées. Chaque nouvelle écoute me donnait des frissons supplémentaires. C'est le genre d'album, en fait, où comme Black Clouds and Silverlings ou Awake, ou même le Scene from a Memory Part 2, là, vous allez pouvoir vous laisser voyager et adopter finalement les nouveaux niveaux, je dirais, de sensibilité à chaque nouvelle écoute. Et c'est merveilleux. On the Back of Angels, avec ses parties de Jordan Rudess au clavier complètement folles. You beat me up, you make me down. Excusez-moi, c'est le chien, c'est Bambou. Donc, qui est génial aussi, qui sonne un peu pop, mais elle fait pas cradingue et elle a bien sa place ici, je trouve. Lost Not Forgotten, qui est probablement une de mes meilleures pistes, elle rentre dans mon top 20 aussi, Dream Theater, donc c'est celle-là que je retiendrai de cet album, avec, alors This Is The Life est joli, Bridge in the Sky, qui fait énormément penser à un moment donné sur le riff du milieu là, à Final Fantasy VIII, parce qu'ils ont repompé largement en fait le thème qui s'appelle The Landing, le thème du boss de Final Fantasy VIII, un vieux jeu vidéo qui était sorti sur ordinateur et PlayStation Sony. Outcry, qui est très belle aussi, et qui a une grande progression, il y a des chants un peu mongols, etc. Far From Even, elle est très douce. Ensuite, Breaking All Illusions est merveilleuse, et Beneath the Surface est fini juste un peu comme celle-ci, en fait, comme la fin de Awake, je la trouve merveilleuse. C'est, vous savez, une piste courte, et en même temps très spectrale, quoi. On sent que c'est la nuit qui s'est posée. C'est comme... Enfin, bon, bref, cet album, c'est... Bon, j'en peux plus, quoi. Je vous assure, je suis tellement touché. Comment ça se fait que j'ai récupéré ce truc-là seulement très tardivement, avec beaucoup de problèmes? Bah, c'est peut-être parce que les gens ils veulent le garder, parce que c'est un des meilleurs albums, tout simplement, je crois.
Et vous savez quoi, bah, il va venir là, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, les amis. Dramatic Turn of Event, si vous voulez en savoir plus, je le détaille dans un des retours de course de novembre ou décembre 2025. J'ai mis quoi sur Dramatic Turn of Event? Oser. Alors oui, c'est clair que là, elle est partie sur Lost Not Forgotten, les amis. Pff, oh là là, l'écriture du riffing. Oh, John Myung et Petrucci, qu'est-ce qui... Oh là 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 là. Mon Dieu, les deux John, là, c'est... Et surtout, Mike Mangini, il attaque un groupe aussi connu, respectable, difficile d'accès, mais en même temps très pop. Enfin, il n'était pas dans sa zone de confort, Mangini. Donc moi, je dis Mangini, bah, c'est un bonbon là-dessus. Hein. Vous allez voir que c'est pas tout le temps le cas. Souvent, il a été aussi plus malléable par le groupe, et je pense qu'ils l'ont un peu fait s'éteindre au fur et à mesure, mais pas tout le temps. Et il a quand même pu expérimenter des choses très intéressantes, et c'est quelqu'un qui est vraiment fameux. Mais vraiment, là, l'équipe de timbré, bah même Portnoy, quand il est revenu en 2024, il a écouté ce qui a été fait, parce que soi-disant, il a pas du tout écouté ce que faisait Dream Theater depuis 15 ans. Il a fait, oh putain, dans cet album, il y a des trucs de ouf. Oh putain, ouais, là, c'était bien joué. Oh putain, ouais. Même lui, il trouvait que c'était complètement fou. Jusqu'à Distance Over Time et A View from the Top of the World. Et donc là, voilà, je mettrai la production étouffée, juste, mais il prend son M quand même. Parce que, enfin, mais M, ça veut dire Mangini, hein, j'ai mis un petit M en haut. Il prend son S quand même, de loin. Pff, ouais, celui-là, mais de toute façon... oh putain, ouais, c'est un truc de ouf, hein. Franchement... Allez, alors maintenant on va passer à Dream Theater, donc qui est l'album éponyme. Alors il a été sorti dans une multitude d'albums, enfin de formats. Moi je l'ai dans un format très simple, je crois qu'il y a un double CD aussi, je crois qu'il y a un CD avec aussi, ben, comme depuis celui-ci et celui-là, il faut avoir la box à 200 balles, machin. Vous savez, un CD sans la voix de l'abri. Alors moi je l'ai bien aimé cet album, j'ai pas compris pourquoi, j'ai des potes qui me disent ouais non, il est mou, il est machin, il a pas d'identité. Moi je le trouve vachement bien. Produit par John Petrucci, mixé par Richard Cheeky. False Awakening Suit, avec Sleep Paralysis, Night Terror et Lucid Dream, très bien, très belle, c'est une épopée un peu mystérieuse. The Enemy Inside, et je pense que je la rentre dans le top 20. Il va plus y avoir beaucoup de place dans le top 20. The Enemy Inside, elle se chante facilement. Alors c'est un album qui est effectivement très pop, je comprends pourquoi les gens l'ont un peu décrié, un peu comme Falling into Infinity, parce que là il s'axe plus sur des paramètres popisants, ça peut peut-être gêner les gens, voilà, bon bref. Enigma Machine est trop... The Looking Glass est merveilleuse, Enigma Machine aussi, The Bigger Picture... En fait, franchement, je les aime toutes. Illumination Theory, elle finit, je crois que c'est 20 minutes aussi. Enfin, sincèrement, j'ai pas compris ce que les gens reprochaient à Dream Theater, l'album éponyme, quoi. Je le trouve trop beau. Alors peut-être que... qu'est-ce qu'on pourrait dire Ah, c'est marrant, regardez. Avec ce croissant un peu islamique, là. Theater der Traume. C'est le théâtre des rêves, quoi. C'est marrant, ça. Pourquoi est-ce qu'il a souffert d'une mauvaise critique alors que la prod est béton? L'abri sur je sais plus laquelle, je crois que c'est vers la fin, sur Beyond the Veil ou sur Under Tourism, je sais plus exactement l'une des deux, il a des parties qui sont mais inspirées mais à foison quoi. Enfin je trouve qu'il est pour une fois quand j'ai écouté ça je me suis dit putain en fait l'abri là je sens qu'il a un truc à exprimer quoi avec ce petit éléphant. Vous voyez il y a toujours des choses qui sont portées à votre réminiscence dans Dream Theater. C'est comme si ça interrogeait en fait votre raison, mais en même temps votre surmoi. Là, la machine Enigma, vous vous souvenez de cette machine Enigma en fait dans la Deuxième Guerre mondiale, qui était une machine à coder, je crois, des nazes. Voilà, c'est toujours... je sais pas, moi je trouve que... Alors, vous savez, il y a deux paramètres. Pourquoi les gens pensent que c'est peut-être pas un bon album. Parce que c'est vrai que les thèmes, c'est souvent la remise en question, le rêve, les différentes facettes de la réalité. C'est souvent tous ces thèmes-là un peu métaphysiques, un peu philosophiques que Dream Theater utilise. Et là, en fait, il y avait un changement de cap obligatoire, puisque un des membres fondateurs n'était plus dans le groupe, il fallait un renouveau, mais on voyait qu'avec avec cet album-là, ce renouveau ne venait pas. Déjà, vous prenez une giflasse avec celui-ci, vous faites waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça que je pense qu'il y avait quand même des parties écrites déjà par Portnoy là-dedans. Et c'est vrai que là, ça paraît un peu en retrait, c'est un peu plus doux.
Ça n'en reste pas moins un bon album. Moi, je trouve il est vraiment très 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 solide. Je suis assez déçu de le voir souvent, voilà, sans complexe. Les gens, ils le mettent mal. J'ai pas vraiment compris pourquoi. Comment je mettrais ça? Hmm, Ah, je sais pas. Peut-être je le mettrais là? Ouais, on va le mettre là. Bon, j'aurais pu le mettre à droite de Systematic Chaos aussi, l'un ou l'autre. C'est pas, voilà, ça dépend des jours. Dream Theater symphonique. C'est vrai qu'il y a un côté très avancé, méthodique dans la composition. Il y a des structures qui se dessinent au fur et à mesure des avancées des titres. Il y a une cohérence aussi. Moi, j'aime beaucoup, hein, franchement. Bah, de toute façon, quand vous pensez que même Octavarium que j'ai mis au fin fond du B, je l'aime beaucoup. Bon, sauf les pistes du milieu, mais je l'aime quand même beaucoup. Vous imaginez qu'ici, c'est quand même une bonne place, quoi. Symphonique, conventionnel, c'est vrai, mais conventionnel qui peut apporter justement une certaine un côté rassuré, accessible. Donc c'est un album un peu comme Falling to Infinity. Si vous n'aimez pas trop les trucs brutaux et de métal violent, si vous n'êtes pas trop dans le black, le death, les trucs comme ça, et que vous n'aimez pas trop non plus le prog démonstratif, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cela, parce que ça peut peut-être vous plaire, même Six Degrees. Hein. Donc voilà. Et donc il manque un peu d'impact, c'est ce que j'ai marqué, donc c'est toujours un Manguini, hein, un petit M. Il manque un peu d'impact, mais justement il est très light et il se digère vraiment, vraiment facilement. Enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne expérience. Waouh, on est à 1h30, j'aurais dû déjà y arrêter depuis, excusez-moi, une demi-heure. On va se dépêcher. Il manque que 4 albums, je vais essayer de me dépêcher. The Astonishing. Euh... Alors, The Astonishing. Alors c'est simple, c'est simple. Hein. C'est un opéra complexe. Malheureusement, il n'y a que l'abri, il n'y a pas d'autres chanteurs. On aurait pu penser comme un Avantasia ou un Aireon, il y aurait eu peut-être par exemple des invités, etc., avec d'autres chants. Non, c'est pas le cas. C'est une sorte d'univers dystopique dans lequel en fait la musique est interdite. Il y a les sojourns qui surveillent en fait les gens qui écoutent de la musique ou qui chantent et qui viennent punir voilà les gens dans un univers un petit peu voilà tyrannique machin. C'est ce que j'ai compris. Mais c'est toute une. Moi, je suis pas très littérature donc voilà il y a plusieurs personnes. Gabriel, Harris, Faith. Nefarius, le méchant, etc. Il y a plusieurs actes. Il y a 33 pistes, les amis, il y a 33 pistes. Voilà, vous avez les différents persos qui sont. Je pense que c'est pas des acteurs, c'est des images de synthèse générées par intelligence artificielle ou non, parce que je pense qu'en 2016, pardon, ce n'est pas encore le cas. C'est 2016 ça ou pas 2013 déjà pour celui que je vous ai présenté là, et je crois que ça c'est 2016. 2016 Roadrunner, ouais, c'est ça. Donc, alors je vais le dire comme je le pense en un mot, commençant. C'est un album magistral, une pièce maîtresse dans l'univers du prog rock en général, un truc ahurissant, avec des pistes, il y en a beaucoup, trop à mon sens, mais beaucoup de ballades, de choses très simples au piano, avec des agencements, vous savez, euh, symphoniques ou polyharmoniques, on va dire. Et donc là, à chaque fois qu'il y a les petites sojourns ici, c'est que c'est des intros, des interludes, des machins un peu électroniques. Et c'est une prise de risque totale. J'aime beaucoup en fait l'idée du truc. Mais par contre, qu'est-ce que c'est chiant. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. C'est fou comment je peux vous dire ça. C'est complètement paradoxal. C'est d'un côté, je trouve que c'est une pièce mais d'une beauté, mais c'est. Et puis surtout, pourvu que vous arriviez à vous inspirer en fait de ce que ça raconte, c'est de la science-fiction. Mais forcément. Hein. Enfin, je veux dire, factuellement, c'est de la science-fiction. Puis ils sont rompus un peu, si vous voulez, à l'art de réussir à faire des avancées lyriques et en même temps de mélanger ça avec je dirais des passages super épiques. C'est vraiment passionnant. Mais ça dure 2 heures et quelques. Enfin, j'en peux plus, moi. C'est 2 heures et quelques ou un peu moins de 2 heures, je sais plus. Enfin, bon, bref, c'est trop long. C'est 1000 fois trop long. Et il y a je dirais, 2 tiers de l'album qui est de balade ou des trucs un peu conventionnels, et il y a un tiers qui est très très sérieux, très béton, avec des pistes exceptionnelles, quoi. The Answer de Souvenir, Raven's Kill, Life Left Behind, je sais plus s'il y a un New Beginning là-dedans, Begin Again, je sais plus lesquels, enfin bon, Losing Face, My Last Farewell, il y a des trucs très beaux, mais moi c'est trop en fait, c'est pas possible, il va prendre une place de B rien que pour ça parce que c'est trop compliqué. Je vais même le mettre en dessous de celui-là, parce que je préfère réécouter en fait le Iron Maiden
que celui-là. Et je le préfère même un petit peu quand même à Octavarium encore, parce qu'il faut pas déconner, c'est quand même Octavarium. Hein. Mais, mais bon, c'est... En fait, là, souvent, je me dis, vas-y, je passe la piste, j'arrive à une qui est plus épique, qui m'intéresse plus symphonique, plus émotive, mais il y en a d'autres où c'est lent, vous voyez, ça m'épuise, en fait. Je suis épuisé par The Astonishing. Opéra rock, narratif, thématisé à fond. Il a des très bons points, comme je vous l'ai dit. C'est pas, je veux pas lui coller une note de C ou de D. C'est pas un album raté. C'est juste que je trouve qu'il ne me convient pas dans mon ordre de sélection en fait d'écoute, ce que j'ai envie d'aller euh, venir expérimenter. Voilà, il y a tellement plus de choses qui peuvent finir plus tôt, qui peuvent être plus efficaces dans Dream Theater que ça. C'est malheureusement voilà. Et donc c'est trop long et trop de balades en réalité quoi. C'est toutes ces espèces de bacchanales finissent par m'épuiser. Ouh, on arrive aux 3 derniers les amis. On arrive avec cet album-là. Merci beaucoup à mon poteau Nagash qui me l'a envoyé très gentiment. Sinon ça allait à la poubelle je crois. Il avait récupéré ça avec du corn et tout. J'étais trop content de récupérer. Le CD est neuf en plus. C'était des prêts je crois de Mediatek, des trucs comme ça. Donc on est sur Inside Out hein, maintenant. Donc voilà, le groupe est comme ça en 2019, donc on est en début de Covid, je crois, là. Hein. Putain, ça paraît tellement lointain, alors que c'était hier pour moi, mais bon, bref. Alors, Distance Over Time, c'est un album que j'ai réécouté beaucoup de fois récemment, et qui me pose énormément de problèmes. Parce que les pistes passent vite, alors qu'il n'y en a pas tant que ça. En plus, j'ai pas la version avec Viper Kings, qui est la 10e. Bon, elle est pas exceptionnelle, Viper Kings, mais ça fait chier. Il faut avoir la version, je crois, Digipack européenne pour avoir Viper Kings en plus. Et moi je l'ai pas, bon bref c'est comme ça, hein, tant pis. Quand est-ce qu'ils vont nous faire aussi une compilation de toute leur musique spécifique qu'ils ont sorti hors album ou dans des éditions particulières? J'aimerais bien qu'ils fassent ça pour Megadeth aussi d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un album qui est complexe, qui est, je dirais, qui est vraiment d'une profondeur folle. J'ai l'impression que... Je sais pas ce qui se passe avec ça. En fait, pour tout vous dire, hier j'étais en train de l'écouter encore et en voiture. Et je me suis dit, ça va me poser problème. Je ne sais pas où classer ce truc-là pour l'équilibrer. Oh, il y a du Riverside, là. Davin Townsend Project, vous avez vu les pubs. Riverside, là, c'est mon pote Londi Galilao qui m'a fait découvrir ça, c'est génial. C'est du rock prog qui est produit justement chez Inside Out. J'ai beaucoup de problèmes, je ne sais pas où je vais le mettre, en fait, celui-ci. Parce qu'en fait, il mériterait un S, mais comme je vous dis, moi, j'aime bien équilibrer toutes mes lignes. Il faut qu'elles comportent à peu près le même nombre d'albums à chaque fois. Et là, je suis vraiment dans le problème, quoi. Parce que il y a au moins 4 pistes sur les 7 ou 8 que j'adore. Alors Room, elle est pas mal, mais c'est pas ma préférée. Barstool Warrior, pour moi, qui est la plus épique. Voilà, le combattant du tabouret de bar, il est là, vous le voyez. J'adore. Il affronte en fait son passé et puis ses propres démons, quoi. In a dark and lonely corner of a time-worn dockside inn sits the local barstool warrior talking to his gin. Tracing past decisions, he motioned for a shot. He is doomed to be a man with this world forgot, just a prisoner of the monster on his back. C'est génial. Franchement, je l'adore. Il y a S2N, qui est génial aussi, là. Les paroles de Myung et Petrucci. Are we paying attention or are we drifting? Too much negative action, not enough positive reaction. Elle est très belle. Il y a At Wit's End qui est merveilleuse et alors pas Out of the Reach, oui, mais Pale Blue Dot est très 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 sympa. Le petit, vous savez, ça c'était la sonde Voyageur 1, je crois, qui a envoyé du Jean-Sébastien Bach, du Beatles, l'homme et la femme humaine, des trucs gravés, vous voyez, puis nous montrer en fait tel un petit point bleu dans l'univers. Aujourd'hui, je crois que la sonde elle est dans le nuage de Oort, donc très loin après les objets transneptuniens. Et qu'est-ce qu'elle est belle, Pale Blue Dot. Pouah. Du coup, au final, je suis quand même content d'avoir cette version sans Viper's King, qui est un peu plus enjouée, et qui tombe en bonus track sur certaines versions de l'album, comme je vous l'ai dit. En fait, Pale Blue Dot se suffit à elle-même pour finir l'album. C'est merveilleux. Mais il y a toujours... je sais pas, j'ai l'impression de manquer de quelque chose sur cet album. Je ne sais pas de quoi. Je sais plus ce que j'ai marqué d'ailleurs cette nuit sur ça. Attendez, je vais ranger ce truc-là. Je vais lire ça avec vous, mais c'est un album très solide, mais je ne sais pas où le ranger, parce que j'en préfère plein d'autres, en réalité. Paralyse est pas mal aussi.
En fait, il y a Paralyse, Barstow Warrior, S2N, At Wit's End, Pale Blue Dot. Donc il y en a 5 sur 9. C'est pas mal quand même, 5 que j'adore sur 9. Bon, je mets ça où là? Je sais pas. Je mets ça où? Hmm. Hmm. Ah, je sais pas. Il y a tellement de belles choses dans ce groupe-là. Ouais, allez, on va le mettre là. Mais vraiment, oui, oui, j'aime plus Falling into Infinity. Oui, je peux le dire. Oui, parce que dans Falling into Infinity, il y a quasiment toutes les pistes qui me font plaisir. Là, c'est pas le cas. Il y en a moins. Qu'est-ce que j'ai mis? Dance Overtime 2019, Groovy. Metal, c'est vrai que les parties de rythme de Manguini sont impressionnantes quand même. Hein. Je pense que là, enfin, il avait rien à envier à Portnoy. Metal et épique. Donc, si vous voulez un album metal, les amis, très prog, un peu comme le Systematic Chaos, le Train of Thought, le Dramatic Turn of Event, bah, n'hésitez pas à essayer celui-là. Voilà. Ça fait partie des albums les plus métal, purs, on va dire, avec moins de mélange, avec moins de sonorités différentes de Dream Theater. Allez, on arrive, on a plus que 2 albums. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup écouté, et il était à 6 balles à la Fnac, c'était trop bien. A View from the Top of the World. Au moment où j'ai écouté ça, je voulais juste le mettre très fort dans mes écouteurs parce qu'en novembre, je faisais de l'élagage. J'ai coupé des tuyas qui faisaient 7 à 8 mètres de haut. Je les ai mis à peu près à 3 mètres 50. J'étais fatigué. Vraiment, c'était difficile. J'avais mis 20 jours à faire 40 mètres de tuyas. Et je mettais du No Overtongues, je mettais des trucs bien bruitistes et tout. Et des fois, je mettais celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est très long. Et comme il y a des chiens de mes voisins là qui aboient tout le temps dès que je fais le moindre bruit, ça me casse les couilles. Bah, j'ai mis ça pour que les albums soient le plus long possible pendant que j'étais avec ma scie en train de, vous savez, à bout de bras comme ça, au haut d'une échelle, de tailler tous mes trucs. En, en feignant de me casser la gueule régulièrement. Et j'avais pas besoin qu'il y ait trop de coupures. Et en fait, là, c'était un album parfait pour ça. Et donc, je l'ai associé peut-être à un moment très médiocre. Les voitures devant ma haie de tuyas me frôlaient. Elles s'en foutaient que je mette de la rubalise, que je sois en gilet jaune. Ils s'en foutaient complètement. C'est la campagne, quoi. J'étais fatigué, j'avais pas de douche encore à cette époque. Ça faisait mon 10e mois où j'avais plus de douche parce que plus de chauffe-eau. Donc je devais me laver dans un seau et tout. Il commençait à faire froid. C'était vraiment pénible. Donc j'ai associé cet album à une période de ma vie vraiment qui était honteusement difficile, quoi. Et j'ai voulu lui redonner une chance parce qu'à ce moment-là, je l'avais bien aimé, mais en fait, j'étais dans la régularité d'écouter un album de Dream Theater toutes les 2 semaines nouveau. Donc, vous voyez, pour moi, c'était un nouvel album comme un autre. Et je l'ai laissé de côté, et j'ai fini par dire même qu'en fait, il m'intéressait pas. Quelle erreur! Oh là là, quelle erreur, les amis! Quelle erreur! Quel album de fou furieux! Mais je vous assure que ce truc-là, coucou Mike, tu t'es fait virer comme une pauvre merde après cet album. Je vous assure que cet album, c'est une tuerie monumentale. Mais quand je dis une tuerie monumentale, c'est peu de pistes, donc ça veut dire que des pistes longues. The Alien est génial. Answering the Call est monstrueuse. Invisible Monster, elle est géniale. Ça fait penser un peu à Rite of Passage aussi, dans, dans l'esprit. Ici, à Rite of Passage. Transcending Time est un peu moins impactante, et bizarrement, vous voyez, c'est une des moins longues. Awaken the Master est merveilleuse, et alors View from the Top of the World, 20 minutes, c'est... De toute façon, moi, c'est simple, hein, vous me mettez une piste de chaque, là, en fait, les pistes les plus longues de Dream Theater dans chaque album, pour moi, font partie des meilleures. C'est à chaque fois quasiment pareil, sauf Dramatic Turn of Event, qui comporte des pistes courtes, 6-7 minutes, qui sont géniales. Et puis, voilà. Donc, et là-dedans aussi, hein, mon préféré, moins de pistes longues. Qu'est-ce que je peux vous dire de celui-là? C'est un album éveillé, épique. Certains pourront peut-être dire qu'il est assez standard par rapport à la carrière de Dream Theater. Et j'ai des mésanges bleus, et là c'était une mésange charbonnière, vous savez, avec la tête noire. Très mignon, quoi. Donc ouais, là moi je trouve que c'est un... Il n'y a pas un raté là-dessus. Il n'y a pas un raté. C'est un album de fou furax. Je me demande même si à un moment donné je l'aimerais pas plus que... je sais pas. Je vais faire un changement là. Je vais mettre celui-là là. Et je vais le mettre celui-là là. Voilà. Ouais, je vais mettre le View from the Top of the World ici. Attendez. Hop. Clac.
Voilà, je sais pas si vous les voyez tous là, je pense que oui. Clac. Alors lui, je lui ai mis quoi? Excusez-moi, je commence à fatiguer presque 2 heures sans avoir aucun script, c'est difficile. 2021, donc A View from the Top of the World, Manguini encore, c'est le dernier. Somptueux, varié, aventureux. Varié comme un Six Degrees of Inner Turbulence, varié comme même un Dream Theater, je le trouve très varié, varié aussi comme un Systematic Chaos, ou comme un Imagination World, enfin en fait comme plein de choses, ce groupe est varié. Et j'y trouve rien, vous avez vu, j'ai essayé de trouver un truc nul à dire dessus. Hein. La prod est béton, on se fait pas chier une seconde, il y a peu de passages, ou quasiment pas de passages pop, même pas, je crois, et pas de passages de lenteur extrême, comme sur... vous savez, trop gnangnan, comme sur The Astonishing. C'est juste un top, celui-ci, hein. C'est complètement fou. Vous avez vu, quand même, Manguini, il est venu 15 ans, hein. Il est venu de 2010 à 2024, un peu moins de 15 ans. Il a produit 5 albums, et dans ces 5 albums, il y en a quand même 2 qui tapent dans mes S. Hein. C'est quand même assez fou. Hein. Là, le ratio, il est quand même bon pour Manguini. Hein. Et donc, on vient sur celui-ci. Alors, vous avez peut-être vu déjà, ou je sais pas dans quel ordre vous verrez mes vidéos, mais j'ai fait un top 2025 de découverte 2025. Cet album m'a tué. Je l'ai encore réécouté hier soir. Parasomnia, en fait, est un album très métal, qui me fait penser à Train of Thoughts, que j'ai adoré, qui me fait penser à Black Clouds of Silverning. Pour ces deux-là, il y a le côté sombre. Il y a moins de passages pop, quand même, que sur Train of Thoughts, moins de passages un peu néo. Qu'est-ce que je peux vous dire? Enfin, néo, façon de parler, hein. Vous verrez quand vous l'écouterez. C'est juste des types de voix, de procédures de chant, en fait, qui pourraient faire penser à ça. Oui, vous savez, c'est cette expérimentation du début des années 2000 où on arrive dans une nouvelle décennie, il faut quand même que les artistes essayent quelque chose de nouveau, et comme eux ils s'inspirent beaucoup de leur environnement musical et artistique, bah, c'est normal que ça infuse. Mais là, dans Parasomnia, alors je sais que les gens, il a souffert d'une critique bizarre, c'est que les gens qui ont suivi ce groupe, comme moi, peut-être même depuis plus longtemps que moi, parce que moi j'ai commencé qu'en 2025, on dit ouais non, mais c'est pas du tout inspiré, en plus c'est de l'IA, la pochette, c'est vraiment, c'est terrible, euh, c'est pas inspiré, c'est pas aussi alambiqué que ce qu'on voyait avant. Oui, mais regardez, il y en a qui sont pas très alambiqués des albums, et pourtant ils sont monstrueux. C'est pas parce qu'un album démontre en fait une technique implacable qu'il est forcément mieux qu'un autre. Moi j'ai appris ça dans ma vie. Donc bah, cet album il va rejoindre la liste des A, mais des bons A quoi. Je sais pas comment je vais... Moi je l'aime beaucoup, hein. Franchement c'est... India of Morpheus est bien, je crois qu'elle est en instrumental, la première. Night Terror est génial, il l'utilise maintenant depuis un an, hein. C'était un des premiers spoilers de l'album en 2024. Pour les lives, je n'ai jamais pu voir Dream Theater de ma vie, maintenant j'ai trop envie, mais je les ai ratés au Hellfest cette année, je les ai ratés à Nîmes. Je sais pas quand est-ce qu'ils reviendront. Broken Man, elle est tellement belle, mais vraiment, c'est une de mes préférées de l'album, Broken Man. Dead Asleep est pas mal aussi, elle est très longue, elle s'installe. Midnight Messiah, elle est elle était très pop rock, heavy metal. On repense un petit peu à When Dreams and They Unite. On revient sur des choses plus classiques du groupe, des premiers temps, je dirais. Are We Dreaming, c'est juste une interlude. Ensuite, Bend the Clock, qui est génial, et ça finit par The Shadowman Incident, où à la fin, on repense immédiatement à la fin de Metropolis Part 2 avec Wake Up, et l'album s'arrête. Enfin, c'est... Wow. c'est... Comment ils arrivent à écrire de la musique comme ça, quoi. Putain, je vous assure que dans ma vie, si j'arrivais à écrire un morceau, juste un seul, aussi bien que l'un des plus nuls de Dream Theater, je serais déjà aux anges. Et cet album, il a tout pour lui, pour moi. Il est... même si, ok, je conçois, c'est pas la course à celui qui a la plus longue, hein, c'est pas de problème, il est pas aussi démonstratif, aussi ambitieux, aussi spectaculaire, aussi original que certains autres, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Il fonctionne, il est parfois un peu jazzy, parfois un peu bossa, enfin, il y a plein de petits éléments qu'on avait pu trouver dans Six Degrees of Inner Turbulence, dans Awake, qui sont magistraux, même dans... voilà, enfin c'est juste trop beau quoi. Et comment je le mettrais celui-là? euh... Je sais pas, je vais le mettre... Je sais pas. Et là vous êtes là, qu'est-ce qu'il va le mettre comment? Il va le mettre comment? J'aime bien cette affaire quand même de... J'aime bien cette affaire de tabarnak en Christ Calice de Dream Theater, à chaque fois c'est trop drôle quoi. Enfin pas de Dream Theater, excusez-moi, je commence à fatiguer de... Allez, je cherche mes mots, c'est pas bon, c'est la sénilité.
de tier list, voilà. Ben, je sais pas. Ben, je sais pas. Franchement, je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre là. Je pense que c'est une bonne place, là. C'est une bonne place, oui, c'est une bonne place. Hop. Je pense qu'on a fini, les amis. Donc j'ai mis quoi? Parasomnia 2025, sombre, retour de Portnoy, immersif. Aucun passage, très alambiqué. On l'a dit hein, pendant 10 minutes, là. Bah, j'ai réussi à faire moins de 2 heures, alors que je voulais faire 1 heure max. On est à 1h50. Je vous remercie énormément. Je vais distribuer encore les deux petits plus, mais ça, c'était avant que je classe, vous savez, avec vraiment la ligne à chaque fois de droite, les moins préférés jusqu'aux préférés. Et bah, les bah, vous les voyez, hein, de toute façon, le super chouchou, il est là, hein, c'est Awake, là, je crois qu'il n'arriverait pas à... Je désemplis pas avec celui-ci, c'est pas possible, il n'y a rien à redire sur ce truc. Après, on pourrait mettre comme ça et comme ça, par exemple, quoi. Oui, c'est un petit plus. Voilà, il y a toujours les premiers en tête de proue, mais bon, après, ça dépend des... Encore une fois, hein, c'est même Octavarium, je vais me le remettre parce que il y a deux pistes qui sont exceptionnelles. Vous imaginez quand même hein, un groupe pareil arriver à faire depuis 40 ans des trucs, je sais pas, je me sens métamorphosé. Et vous voyez qu'en B, il y a que 2 albums au final. Après, c'est bon, je pense que tous les trucs que je récupérerai, les lives, machin, je les mettrai en B, ça veut dire que je les écouterai moins. Mais là, dans les deux, ceux que j'écoute le plus et un petit peu moins, je les classerai vraiment comme ça en fait. Dans l'ordre, quoi. Dans l'ordre. Ouais, je pense qu'on peut les mettre dans. Enfin, là, j'ai été surpris. Hein, je vous avoue que le coup de Dramatic Turn of Event, quand j'ai commencé à apprécier cet album, je me suis dit, mais ce truc-là, c'est un joyau, quoi. Et il passe presque même devant. Train of Thought, je le mettrais à peu près au même niveau. C'est pour ça que j'ai mis les deux plus ici, équivalent, et ensuite le reste. Puis le Black Clouds qui est quasiment au même endroit qu'un S aussi. Celui-ci, qu'il y en a certains qui auraient mis très bas. Moi, je le trouve vraiment très bien, hein, le Falling into Infinity. J'ai un peu de mal à classer en fait Distance Over Time, et je trouve son son parfois un peu fouillis, même s'il est très riche, je n'aime que la moitié de l'album, l'autre je la trouve pas dispensable mais moins impactante, ça manque d'un grand thème, d'un truc, mais à chaque fois de toute façon, je me mets, en fait n'importe quel de ces albums va vous donner du baume au cœur, pourvu que vous arriviez à l'écouter plus d'une ou deux fois, pour vous faire vraiment une idée. Et vous allez voir que même si vous êtes comme moi, un gna gna gna, c'est pas cool, c'est la voix gnangnan de Kevin Labrie, machin, James Labrie, j'en ai marre. Laissez ça de côté. Laissez la voix de Labrie de côté, prenez-la juste comme un instrument qui vient faire une note supplémentaire à ajouter à la polyharmonie. Et à l'harmonie en tout cas de ce que vous entendez, si c'est un conseil que je peux vous donner aux gens qui voudraient découvrir le groupe. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez trouver en fait que c'est pertinent. Il y a des passages, notamment assez majestueux dans celui-là, là, qui vont commencer à vous ravir. Même dans Six Degrees, il y a des trucs qui sont assez osés. Et vous allez voir en fait qu'il va commencer à pousser en vous peut-être une sorte d'intérêt pour la voix de James Labrie. Ah, vous me le direz en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir suivi en fait cette longue vidéo qui est pour moi celle que je voulais faire depuis très longtemps. J'avais peur en fait de me craquer. Je trouve que je me suis à peu près bien débrouillé là. Je vais devoir aller m'occuper maintenant de choses un peu plus graves. Donc je voulais vraiment faire ça pour pouvoir ensuite souffler un peu. Et je ne sais pas comment je vais faire pour mettre cette vidéo en ligne au moment où je vous parle, puisque mon PC ne répond plus. Voilà, il ne s'allume plus. Donc on verra. Et puis on se redit à très vite dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vous comment vous auriez classé tout ça. Si vous voulez juste faire un top 3, un top 5, un top 16 comme ici, là c'est même un top 19. Donc n'hésitez pas à me mettre en argumentaire pourquoi vous auriez mis celui-là plus qu'avant. Est-ce qu'il y en a un qui vous accroche plus parce qu'il a été écouté dans une période de votre vie admirable ou quelque chose qui a été très fort pour vous. J'ai l'impression en lisant les commentaires déjà sur les vidéos des albums que les gens en fait parlent carrément d'histoire de vie avec ce groupe-là. C'est-à-dire que ça a été comme un petit, une cautère, j'ai envie de dire, pour pouvoir aider à réparer en fait des soucis psychiques. C'est un bonbon. Bah, comme n'importe quelle musique, hein. N'importe quelle musique est un bonbon, n'importe quelle forme d'art peut vous aider à traverser la vie. Mais c'est vrai que là, ces gars-là, en fait, c'est Hélène, ces gars-là, sont vraiment, enfin, je sais pas, c'est admirable. Je serais vraiment ravi de lire dans les commentaires ce que vous avez. Si vous avez d'autres groupes qui ressemblent, que vous voulez me conseiller, que je ne connaîtrais pas, à part Ayreon, Shadow Gallery, Twisted into Form, que j'adore, Fates Warning, ou n'hésitez pas, voilà, à mettre quelques autres groupes qui pourraient ressembler, qui me permettraient d'avancer un peu là-dedans.
Et puis, on se dit à très bientôt dans les commentaires, et merci d'avoir regardé cette vidéo qui, pour moi, en fait, va être la plus complexe que j'ai préparée toute l'année 2025, et j'espère qu'elle vous fera plaisir avec tous ces petits mots-là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir zoomer encore pour voir un peu ce que, ce que j'ai dit, même si on voit plus les mots un peu... vous pourrez revenir sur les timecodes, je vais essayer de faire ça si j'arrive à mettre la vidéo en ligne, donc je ne sais pas dans quelle considération. J'essaierai de mettre un timecode sur chacun des débuts d'album pour que vous puissiez revoir un peu chaque petit bout de chronique qui a duré entre 5 et 15 minutes à chaque fois. J'espère que c'était pas trop chiant. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.